Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Foot Academy. Heureux de vous accueillir sur IRM Radio, la radio numérique qui monte. Ce soir, notre équipe est au complet avec nous. Marion Edalo, journaliste chroniqueuse. Bonsoir Marion. Bonsoir Gilles. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Si vous allez bien, je vais bien. Et bien sûr, nos étudiants de la formation chroniqueurs sportifs, commentateurs sportifs, qui est organisée par l'ACAD de Richard Joffo et le Formation Club France. Avec nous en studio, Fabrice Rémy. Ça va Fabrice? Ça va très bien Gilles. Vous êtes à fond sur l'actualité, vous, on va le voir. Hein. Ryan Jabelkir est là aussi, ça va Ryan? Bonsoir, ça va, super, merci. Bon, génial. Et puis à distance, nous avons... Alors ils sont à distance, mais ils sont bien là et très en forme. Rémi Larieux, bonsoir Rémi. Bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. Nicolas Nicastro, le Suisse qui préfère l'Italie. Ça va Nicolas? Bonsoir Gilles, ça va bien et vous? Oui, et vous êtes aussi napolitain, on va l'apprendre dans l'émission. Et Julien Valk, le Californien qui préfère la Californie. Ça va Julien? Oui, ça va, merci, bonsoir. Ça va, vous êtes en forme Julien? Moi, vous êtes là tout le temps, vous dormez jamais en fait, il n'y a pas de décalage horaire pour vous, c'est ça qui est bien. Non, de nuit, de jour, vous êtes là tout le temps. Génial. Ah, Alors tous les chroniqueuses et chroniqueurs sont là, et si je les présente un petit peu rapidement, plus rapidement que d'habitude, c'est parce que ce soir c'est bien sûr leur émission, ils auront chacun 2 chroniques, mais c'est aussi parce que nous suivons l'actualité chaude, même bouillante, et l'actualité riche ce soir, avec bien sûr la mi-temps du grand match Manchester United PSG. Vous n'allez rien rater parce que Fabrice Rémy suit ce match pour nous. Alors Fabrice, on en est où à la mi-temps? C'est serré? Match très serré entre Manchester et Paris Saint-Germain. Donc Neymar a ouvert le score à la 6e minute et Rashford a marqué le but égalisateur à la 32e. Donc là c'est un match vraiment très serré. En fait on hésitait, on pensait que c'était Danilo qui avait marqué le but contre son camp, mais finalement il a été accordé à Rashford, Gilles. Donc, voilà. Ça vous console pas vraiment quand même, hein? Oui, ça nous concerne tous. Et malheureusement pour les supporters parisiens, on est 3e là au classement. Pourquoi? Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Attendez, la première mi-temps, Neymar a ouvert le score. Pour le moment, le PSG tient la dragée haute à Manchester. Oui, vous avez l'air hésitant, mais le score est quand même intéressant. Hésitant, non, parce que moi je pense que là, PSG, il faut qu'il gagne. Ah bah oui. Parce que sur un dernier match, tout peut arriver. Oui. Et à mon avis, si ils font match nul, ça va être très difficile. À noter quand même que sur le but de Neymar, Mbappé a joué un rôle prépondérant. Mbappé, oui, il fait partie de l'action sur le but de Neymar. Donc effectivement, il est présent, il fait son match. Neymar, pareil, mais le milieu de terrain pêche toujours du PSG. Donc avec Danilo très moyen en première mi-temps. Paredes, c'est pareil, c'est assez limite. Et Verratti qui revient de blessure, pas au top physiquement. Alors pour tout savoir sur l'émission, sur le navigateur, c'est irm.radio, ça c'est la radio, mais vous avez aussi l'image, ils sont tous magnifiques. Sur Twitch, IRM Radio, et le téléphone bien entendu 07 71 59 62 68. Je le répète, 07 71 59 62 68. Sur Twitch, IRM Radio. Et sur la radio, c'est irm.radio, c'est simple sur le navigateur. Alors pourquoi, Fabrice, pourquoi le PSG est sous pression? Parce que Leipzig, au terme d'un match ahurissant, a fini par s'imposer en Turquie. Oui, donc le deuxième match du groupe H, donc c'était à Istanbul Başakşehir. Donc Leipzig affrontait le Başakşehir d'Istanbul. Ils ont gagné à la dernière minute, à la 90e minute, 4-3. Donc un Français qui a marqué, donc Mukele, Olmo. Le dernier but, ça a été Sorlo. Et le premier but, Poulsen, avec un triplé de Istanbul Başakşehir de Kavesi. Istanbul est revenu jusqu'à 3-3 finalement dans les arrêts de jeu. Leipzig a gagné et c'est une victoire extrêmement importante pour le club allemand. Actuellement, les 3 équipes sont à 9 points. Donc, différence de but, PSG sont 3e, Leipzig 2e. Non, le PSG est à 7. Match nul. 6 plus 1, 7. Oui, voilà, pardon. Il faut que le PSG gagne, en fait, la victoire de Leipzig. Voilà, j'étais encore sur la victoire du PSG. On l'espère pour nous tous et pour vous aussi. Alors, il y avait un autre club qui jouait aujourd'hui, c'est Rennes, vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais hier soir, et ça va être au tour de Ryan Jabelkir de s'exprimer, hier soir, l'OM affrontait en Ligue des Champions l'Olympiakos pour espérer une qualification en Ligue Europa. Alors Ryan, Marseille a gagné et Marseille gagne et vous n'êtes pas content, ça c'est Ryan. Franchement pour moi c'est une victoire pour dire qu'on a gagné, pour dire qu'on a marqué 2 buts, pour dire que Marseille ont marqué 2 buts.
Après, moi, ce que j'ai pas aimé, mon coup de gueule ce soir, c'est surtout... Un coup de gueule, carrément un coup de gueule sur Marseille, oui, très bien, carrément. d'accord. Ah ben allons-y. C'est les excuses en fait que les joueurs et l'entraîneur se donnent. Voilà, l'équipe n'a pas le niveau. Alors le niveau, on va en parler de niveau. Pour moi, Marseille a le niveau pour jouer en Champions League. C'est juste qu'ils n'ont pas envie. Parce que de là à ne marquer 0 but jusqu'à hier bien sûr, et ne mettre 0 point, c'est pas une question de niveau, je suis désolé. Le niveau, c'est quand au moins tu essayes d'aller de l'avant. Mais hier, ils ont gagné, Ryan. Oui, non, mais ils ont gagné. Oui, Bon. ils ont gagné, mais au bout de 5 matchs, Ah oui. 2 buts seulement, 3 points d'attraper, alors que on n'a pas une poule non plus. Non. Voilà, on a Porto, on a l'Olympiakos qui sont jouables, mais Vous ne voilà. voyez même pas une lueur d'espoir dans cette victoire qui laisse espérer une qualification en Ligue Europa. Si, moi, moi j'espère en Quand tout même. cas. C'est bien sûr. Moi j'ai toujours eu de l'espoir. Très vite, Ryan. Non, j'ai toujours eu de l'espoir pour ce club parce que je sais qu'il donnerait tout. Mais quand j'ai vu les 4 derniers matchs là, j'ai été désespéré. Et en plus de ça, l'excuse est on n'a pas le niveau. C'est pas une question de niveau, c'est une question d'envie. Et aujourd'hui, les clubs comme Marseille, comme Paris, le prouvent. Julien Valk, en Californie, comment vous voyez, cet OM, Marseille qui quand même s'est imposé, certes de manière poussive, certes avec peut-être un petit coup de pouce arbitral, certes sur penalty, mais l'OM a gagné. Ça vous laisse espérer des jours meilleurs ou vous êtes aussi pessimiste que Ryan Jabelkir? Eh ben non, moi, une petite lueur d'espoir qui s'est allumée, je l'avoue, parce que moi, la dernière fois, je n'étais pas du tout convaincu de l'Olympique de Marseille. Je l'ai dit, la Ligue des Champions, c'est un très très gros niveau. Marseille, il fallait qu'ils marquent, il fallait qu'ils gagnent, qu'ils prennent absolument les 3 points. Ils l'ont fait quand même dans la difficulté, ils l'ont fait avec 2 pénaltys marqués. Bref, ça reste quand même 3 points pris et ça donne encore beaucoup de chance et beaucoup d'espoir pour Marseille pour pouvoir jouer l'Europa League. Nicolas Nicastro, alors Marseille déprimant ou Marseille qui nous laisse espérer des jours meilleurs grâce à ce succès sur l'Olympiakos? Non, je pense que Marseille est toujours déprimant, même avec la victoire d'hier, on a pu voir dans le jeu, c'était vraiment pas fameux non plus. Et même pour se qualifier pour l'Europa League, maintenant, il va falloir faire au moins un point contre City en espérant que l'Olympiakos ne fasse pas de points contre Porto. Donc ça risque d'être compliqué. Je pense que Marseille, au niveau de l'effectif, ils n'ont pas du tout justement les capacités d'aller plus loin en Champions League ou en Europa League. Et ça va être bien pour eux, ils pourront se concentrer sur ce championnat parce qu'il faut rappeler que Marseille, là, ils ont 2 matchs de retard, mais s'ils gagnent leurs 2 matchs, ils sont premiers de Ligue 1. Rémi Larieux, vous, comment vous jaugez cette victoire marseillaise? À entendre certains de vos collègues, nos amis chroniqueurs, j'ai l'impression que Marseille a perdu hier soir. Non, après, elle fait du bien dans la tête, cette victoire, plus que au niveau des points ou autre chose. C'est-à-dire que ça va peut-être leur donner une dynamique positive et sortir de cette spirale négative de la Ligue des Champions, le record de défaites, etc., etc. Maintenant, j'ai des amis marseillais qui pensent encore que la qualification d'Europa League est possible. Alors, on va arrêter de suite. C'est-à-dire que, comme disait Nicolas, il va falloir en fait faire un meilleur résultat que l'Olympiakos. La seule petite chance et petite lueur d'espoir, c'est d'aller à un City qui est déjà qualifié, qui va faire tourner. Mais l'Olympiakos est dans la même configuration contre Porto et l'Olympiakos prendra certainement plus de points que Marseille. Marion Edalo, vous, comment vous évaluez cette victoire marseillaise? Chanceuse, presque miraculeuse ou au contraire signe d'un regain de force et de forme? Non, mais je crois qu'il faut prendre de la hauteur et arrêter d'attendre trop de l'Olympique de Marseille. Vraiment, je le dis à longueur d'émission. Marseille n'a plus l'habitude de la Ligue des Champions, n'a plus l'habitude de ce rendez-vous. Alors on va me dire oui, mais enfin c'est quand même un club qui est entraîné par Villas-Boas, qui a une histoire, etc., etc. Ça ne suffit plus aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on se rend bien compte que pour aller loin en Ligue des Champions ou simplement déjà pour passer les poules, être en 8e, c'est bien de la jouer chaque année. Et on le voit avec les clubs portugais, on le voit avec Porto. C'est pas que Porto est génial, c'est pas que Porto est fantastique, c'est simplement qu'ils ont l'habitude. C'est pour ça que parfois on voit un club turc en 8e, que l'on voit donc un club portugais en 8e, simplement parce qu'ils ont l'habitude. Et ça, Marseille, il faut que Marseille joue la Ligue des Champions chaque saison pour espérer un jour se retrouver en 8e. Fabrice, vous qui suivez ce soir le match du PSG, et d'ailleurs vous nous tenez au courant de la moindre évolution du score, comment vous percevez cette victoire marseillaise? Moi, Marseille, pour moi, ils n'ont pas du tout le niveau de la Ligue des Champions. Donc, mais ils ont gagné cette année. Oui, la lueur d'espoir. Très bien. La lueur d'espoir, je vais dire, c'est Dimitri Payet. Il n'a pas tremblé. Il a marqué ses 2 pénaltys. Donc ça, pour moi, c'est un coup de chapeau pour lui. Il n'a pas tremblé. Maintenant, pour moi, c'est trop limite. Il devrait se concentrer à 100% sur le championnat
et les Coupes d'Europe, mettre un peu ça de côté, se préparer pour l'année prochaine et faire une revue d'effectifs. Alors vous nous suivez sur irm.radio. Pour avoir l'image, c'est Twitch IRM Radio et au téléphone 07 71 59 62 68. Ryan, Payet, c'est vrai. Fabrice le disait, Payet quand même n'a pas tremblé au moment du dernier geste. Bah quand même, d'autres auraient tremblé. Oui, mais 2 pénaltys quoi. Je veux dire, c'est ce qu'on lui demandait là, 2 pénaltys en l'occurrence. On se rappelle aussi que le dernier match, il en avait raté un aussi. Il avait raté un pénalty. Et ben justement, Marseille ratait et aujourd'hui Marseille réussit ses pénaltys. Réussit, mais quand même avec beaucoup de difficultés contre un club, contre un Olympiakos qui est aussi, qui n'est pas du tout, qui n'a pas l'expérience acquise. Et moi je trouve que parler de Payet, il n'y a pas que lui. Moi, je pense que Thauvin peut faire aussi la différence. Je pense que Benedetto, s'il s'y met, il peut y faire la différence. Cuisance, pareil. Rongier, on a quand même des joueurs. Donc, faut pas dire on n'a pas le niveau. Faut pas dire qu'on n'a pas les joueurs. Faut pas dire tout ça. Je pense qu'on a l'équipe, on a l'effectif pour aller loin. C'est juste qu'il derrière, il n'y a pas l'envie qui suit. Rémi, Payet, une lueur d'espoir dans la grisaille? Finalement, oui, parce qu'on s'est tellement focalisé sur lui que sur toutes ces défaillances que finalement, je pense que ça doit lui faire du bien. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que il va falloir attendre 10 matchs supplémentaires pour qu'il arrive à refaire une perf. J'ai besoin d'avoir, comme disait Marion, j'ai besoin d'avoir de la constance, de la régularité. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque un petit peu à l'OM. Nicolas, Payet? Mieux que Thauvin. Payet, lui, a réussi. Payet, 2 buts. Payet mieux que Thauvin. Je pense que Payet, c'est de toute façon le joueur dans l'équipe de Marseille qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Et c'est justement ça le souci, c'est sa régularité. On sait que Payet, sur un match, il peut faire la différence justement, mais pendant 10 matchs, il va être éteint. Donc moi, je pense, au contraire de Ryan, que Marseille n'a pas du tout le niveau dans l'effectif pour combattre en Ligue des Champions. Parce que leur meilleur joueur, c'est Payet, mais Payet, il avait encore marqué 0 but en Ligue des Champions. Et ces 2 premiers buts, ils ont été faits hier soir et c'était 2 pénaux. Donc c'est pour voir. Julien, est-ce que si Marseille, peut-être miraculeusement, réussit à accrocher la Ligue Europa, est-ce que cette campagne européenne sera finalement, non pas réussie, mais sauvée? Ça serait sauvé, ça serait pas réussi, mais ça serait sauvé, bien évidemment. Après, je pense que même en Europa League cette saison, Marseille va beaucoup caler. Ils ont énormément de mal parce qu'il y a quand même beaucoup de challengers à côté face à eux. Et voilà. Après, moi, c'est juste aussi pour revenir à une phrase, c'est on a quand même avec Ryan, on a quand même le seul supporter de l'Olympique de Marseille qui est heureux quand Marseille perd et qui fait la tronche quand Marseille perd. C'est exactement. Quand Marseille gagne. Voilà, non, je sais pas. Drôle si de Ryan. Son niveau. Je sais pas si c'est son niveau de. Il faut sauver le chroniqueur Ryan. Voilà, exactement. Là, c'est rien à faire là. C'est blague. Fabrice, on parle de Marseille. Ryan foudroie à l'OM qui a gagné. Alors j'ai hâte tous de vous écouter sur Rennes, qui lui a poursuivi sur sa triste lancée, a perdu à Krasnodar en début de soirée, fin d'après-midi, et qui donc lui est définitivement écarté non seulement de la Ligue des Champions, on le savait, mais aussi de la Ligue Europa. C'est misérable. Dommage. Ah bah dommage. Oui, dommage, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que Rennes, ils ont pas mal investi cette année, donc je pense qu'il y avait quand même pour un bon parcours en Ligue des Champions. Malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Je pense que c'est aussi l'expérience. Là-dessus, il ne faut pas se mentir. Ils n'ont pas du tout l'expérience de la Ligue des Champions. Après, ils ont pris un but. Voilà, on va dire qu'ils ont essayé de tenir le score un maximum possible. Et Marcus Berg, le Suédois, les a crucifiés sur la fin. Donc là, il repart sans rien, sans Ligue des Champions, sans Europa League. Ils vont se concentrer sur le championnat. Après, moi, j'ai un petit coup de gueule à pousser sur Camavinga. Camavinga, depuis quelques matchs... Moins bon, depuis qu'il a été sélectionné en bleu. Voilà, il est on va dire que c'est pas du tout ça. Sa tête, je pense qu'il doit être ailleurs. Il pense à autre chose. Après, pour les plus curieux... Alors, est-ce que si tout le monde est au courant? Je sais pas, mais... Moi, je peux vous dire qu'il est en train de changer de conseiller. Donc, est-ce que ça lui trotte un peu dans la tête? Ça, je sais pas. Mais très déçu de Camavinga. Ryan, alors vous qui avez critiqué Marseille, quelle est votre appréciation sur Rennes? Alors déjà, j'aimerais passer un petit message aux supporters rennais. Allez-y. S'ils nous écoutent actuellement. Bien sûr. Vous savez pourquoi ils nous écoutent? Parce qu'ils ont fait IRM.radio.
ou alors Twitch IRM Radio. Et puis ils vont vous répondre parce que vous taillez tous les clubs français au 07 71 59 62 68. Il faut sauver le chroniqueur Ryan, allez-y. J'aimerais juste passer un petit message aux supporters rennais et leur dire, parce que voilà, j'ai vu beaucoup de chambrage. Bon, c'est aussi ça le football, c'est du chambrage, tout ça. Et je trouve que la donne elle change un peu. Marseille gagne, Rennes perd. Aujourd'hui, c'est Rennes qui se trouve avec aucune autre porte de sortie, ni en Champions League, ni en Ligue Europa. Marseille a encore une petite chance pourquoi pas aller en Europa League, j'espère. Mais voilà, là, c'est le karma qui tourne. Fabrice, juste un mot, toujours un partout ? Toujours, on est à 58e minute. Pas d'action significative depuis la reprise ? Non. Vous nous tenez au courant, hein ? Oui. On est chaud bouillant sur le match. Bien sûr. En Californie, qu'est-ce qu'on pense de Rennes ? On nous demande vraiment parfois où est Rennes. Ah bah voilà, non seulement sur la carte, Julien, sur la carte, mais aussi sur la carte du football. Et ben voilà. Et sur le tableau du championnat, on ne sait pas trop. Ça. Exactement. Exactement. Non, Rennes, Rennes très peu connu par les Américains, aussi très peu connu dans le football européen, on a pu le voir. Hein, donc, ça c'est sûr. Rennes, c'était pas du tout une surprise, on s'y attendait un petit peu. Justement, si Rennes aurait fait quelque chose, ça aurait été la surprise. Là, on s'y attendait un petit peu avec l'effectif qu'ils avaient. Moi, je pense qu'ils ont fait beaucoup d'investissements, mais ils se sont plus penchés sur Kamavinga en début de saison, qui après, voilà, il n'y a pas qu'un seul joueur dans une équipe. Et voilà, mais après Rennes qui se concentre sur le championnat, c'est ce qui leur va bien pour le moment, et en espérant peut-être qu'ils se battent cette saison pour espérer retrouver une Coupe d'Europe l'année prochaine. Nicolas, vous allez nous dire ce que vous pensez de Rennes, mais comme à chaque émission, je vous demande où en est Lugano dans le championnat suisse. Comme d'habitude, Lugano, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe là-bas. Merci Nicolas, mais vous êtes fidèle à vous-même. Voilà, c'est ça, je reste dans la ligne de conduite. Alors Rennes, dites-moi Rennes, qu'est-ce que vous pensez de Rennes ? Parce que Rennes, c'est quand même pitoyable, faut le dire. Rennes. Bien sûr, mais pour moi, cette contre-performance du Stade Rennais, ça prouve le faible niveau de la Ligue 1. Parce qu'il faut se rappeler que Krasnodar, actuellement, c'est quand même 10e dans le championnat de Russie. Il n'arrête pas de perdre Rennes, en plus. On est d'accord, voilà, exactement. On est d'accord que Rennes, ça fait partie maintenant, depuis quelques années, du top 5 de la Ligue 1, sans aucune contestation possible. Et pourtant, en 2 matchs, ils ont réussi qu'à obtenir qu'un seul point et ils ont marqué qu'une seule fois contre le 10e de l'équipe du championnat de Russie. Donc je trouve ça vraiment triste et il faudrait se remettre en question par rapport à ceux qui pensent que la Ligue 1 est un grand championnat, etc. Et se dire qu'il faudrait peut-être commencer à investir dans des jeunes et changer complètement de stratégie. Rémi, Rennes, qu'est-ce que vous en pensez ? Kamavinga en perte de vitesse, Mbaye Niang qui rentre, mais qui a du mal depuis l'intersaison. Rennes s'essouffle. Mbaye Niang, effectivement, je pense qu'il aurait préféré ne pas être là sur cette saison. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui. En plus, il n'a pas la confiance, effectivement, de son entraîneur. Rennes, c'est inquiétant, même plus au-delà de la Ligue des Champions, parce qu'ils sont en train d'être décrochés en championnat. Ils sont sur une série catastrophique au niveau de leurs résultats. Comme disait Fabrice, ils ont énormément investi cet été, justement pour être présents en Ligue des Champions. C'est l'un des clubs qui a le plus dépensé avec des transferts à plus de 15 millions d'euros. Ça commence à faire tâche quand même. Marion, est-ce que vous pensez finalement que Rennes va être, peut-être paradoxalement, mais soulagé par cette élimination de toutes les Coupes d'Europe pour se reconcentrer sur la Ligue 1 ? Non mais vous vous rendez compte où on en arrive ? Ben oui, mais je ne sais plus quoi vous dire. Moi, j'essaie de trouver des lueurs d'espoir. Moi, j'écoute tous les arguments. Oui. Il y a quand même un argument qui devrait tout de suite sortir, jaillir quand même. C'est que c'est le club d'un des plus grands milliardaires d'Europe. Oui, mais qui ne veut pas investir à perte. Qui ne veut pas investir. Ah bah oui. Non, mais très bien, il ne veut pas investir. Oui. Bah là, on s'ennuie. Parce qu'on en veut toujours à McCourt. On dit à McCourt, oh, mais c'est une catastrophe. Voilà. 1,5 milliard de fortune personnelle, McCourt. Oui. L'ami Pinot, c'est 30 fois plus. Il ne veut pas laisser, donc on arrête. Investir à perte. Oui, alors, il n'a jamais voulu être dispendieux. Il a toujours mené une politique, non pas de rigueur, mais une politique d'économie ou de gestion saine. Bien. Et bien qu'ils vendent à un Chinois, un Qatari, un Saoudien. Non, Marion. Mais il y en a marre. Qu'est-ce qu'on voit là ? Ryan, vous donnez on voit n'importe quoi. Oui. Allez-y, Ryan. S'il n'y a pas d'investissement derrière, ça sert à quoi de racheter un club et de ne pas investir derrière ? Il a investi. Fabrice. Il a investi 25 millions là, sur un jeune Belge. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il vient ? Non, mais c'est une catastrophe. Il joue le jeune Belge ? Il joue tous les matchs. 0 but, 0 passe. Ah, bah c'est moins bien alors. Voilà. Ça fait cher le million. Non, c'est une catastrophe, c'est navrant.
Et puis là, c'est l'équipe. Là, c'est l'équipe là, c'est vraiment l'équipe. Là, on peut dire que l'équipe n'a pas du tout le niveau. Guirassy, Martin Terrier, Nzonzi, c'est vraiment une équipe qui n'a pas du tout le niveau. Fabrice, est-ce que le PSG a le niveau à Manchester? Toujours un partout, 62e minute. Bon, c'est cohérent comme score. Le seul problème, c'est que mathématiquement, avec la victoire de Leipzig, non, c'est cohérent, un partout à Manchester, je suis désolé. Alors, Manchester a gagné à l'aller à Paris, donc ça veut dire que si ça en reste là, si jamais les deux équipes étaient à égalité de points, l'avantage est mancunien, mais ce match, ce score d'un partout en lui-même, il n'est pas honteux du tout. Exact. Fabrice? Moi, je suis pas pour les derniers matchs sur Ligue des Champions. Parce que mais là, de toute façon, quel que soit le score, c'est sur le dernier match que ça va jouer là. Non, si Paris gagne, je pense qu'après ils vont être relâchés sur le dernier match contre Başakşehir et ça va se jouer tranquillement. Alors, moi, c'est mon avis. Vous pensez qu'en fait, c'est ce soir que la décision se fait pour le PSG? Tout se joue ce soir. D'accord. Alors, on a parlé de Marseille. Ryan a dit qu'ils étaient nuls. De Rennes, tout le monde a dit qu'ils étaient nuls. Le PSG, bon là, c'est cohérent, mais il faut marquer. Il y a un autre club qui est en grande difficulté, tant en Europe qu'en Ligue 1. C'est Nice. Alors, justement, Julien, vous avez un coup de gueule à l'encontre de l'entraîneur niçois, Patrick Vieira, qui pourtant, il y a encore quelques mois, était l'homme providentiel quasiment, non seulement de la Côte d'Azur, mais du football français. Moi, je veux juste dire une chose. Il est temps que l'OGC Nice se sépare de Patrick Vieira. Au moins c'est clair. Tout simplement. Ils en parlent énormément. Il y a eu des sondages qui ont été faits. C'est donné. Il y a une fracture qui est faite entre lui et le club et les supporters, que ça soit les actionnaires, que ça soit avec Rivière. C'est énormément de. Il y a plus de. Voilà, pour moi, il y a plus d'issue. Que même là, le match face au Bayer Leverkusen qui aura lieu demain. Que ça soit défaite ou même victoire, je pense pas que Vieira va rester jusqu'à la fin de la saison. Je pense même qu'il va quitter cet hiver. Et je pense que ça serait mieux pour le club, ça serait mieux pour l'OGC Nice et pour les supporters et pour tout le monde. Quand il y a une fracture, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est un peu comme on disait la dernière fois avec Leonardo, avec Thomas Tuchel. C'est exactement la même chose. C'est quand il y a une fracture entre l'entraîneur et le club. Au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter. Mais alors donc, Vieira, qui en quelque sorte a largement participé à la conception de l'équipe, si vous le mettez dehors, vous faites venir un entraîneur qui, lui, n'aura pas choisi ces joueurs-là, et vous allez aller où jusqu'à la fin de saison? Faut déjà trouver un entraîneur qui puisse s'entendre, que les supporters adhèrent, que l'équipe adhère. Moi, je pense que Vieira, c'était... Quand vous dites que c'était celui qui a apporté un peu du bon à l'OGC Nice, moi je vois pas trop ce qu'il a apporté d'énorme à l'OGC Nice. Il est arrivé, il était il est passé après Lucien Favre. Lucien Favre, c'était quand même un bon entraîneur, très très bon entraîneur. On a un entraîneur qui juste après qui vient de entraîner la MLS. Pour moi, il avait pas le niveau à ce moment-là. Ils ont vu très très gros. Ils ont vu très très haut avec Patrick Vieira en tant qu'entraîneur. Et voilà, moi je pense qu'il a fait son temps avec Nice. Je pense qu'il devrait entraîner plutôt un club de Ligue 2 pour déjà se réadapter déjà au métier, parce que être entraîneur de foot, c'est pas dire faut pas juste avoir un nom et être joueur de foot professionnel pour pouvoir entraîner une équipe. Après sur ça, Patrick Vieira, si tu nous écoutes, salut à toi. Et il doit nous écouter en plus. Il y a d'autres entraîneurs que je verrais bien entraîner l'OGC Nice, comme un exemple Arsène Wenger ou même Laurent Blanc. Oui, ils ont envie en plus. Ils attendent que ça. Pour moi, Vieira n'a plus rien à faire avec l'OGC Nice. Bien sûr. Rémi, vous êtes d'accord? Patrick Vieira, qu'est-ce que vous en pensez? Julien, il a sorti la sulfateuse là quand même. Oui, sur Patrick Vieira. Après, Patrick Vieira, il n'a pas fait régresser Nice quand il est arrivé. Il a quand même réussi à continuer le travail de Favre. Il a fait qualifier l'équipe en Europa League malgré tout. Patrick Vieira, malheureusement, il est pas en réussite cette année. Par contre, je rejoins Julien, c'est-à-dire que si vous avez entendu Jean-Pierre Rivière à la fin du match ce week-end, on a plutôt l'impression quand même que le sort de Patrick Vieira est scellé et qu'ils sont en train de travailler sur l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Nicolas, ce serait une bonne solution de limoger Patrick Vieira pour Nice? Oui, je pense que là, Vieira, il est arrivé en bout de course, même s'il a fait du bon taf, entre guillemets, les dernières saisons, en les qualifiant en Europe. Mais dans le jeu, ça a toujours été très, très poussif. Et si vous demandez aux supporters de Nice, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui souhaiteraient que Vieira reste, justement. Et là, on peut voir que cette saison, ils sont actuellement 11e en Ligue 1. En Europe, ça va pas du tout non plus. Et pourtant, ils ont mis de l'argent cet été. Ils ont fait venir des joueurs comme Schneiderlin, Reine Adélaïde, donc des jeunes, des joueurs d'expérience. Donc, il faudrait vraiment faire mieux. Et je pense que pour passer un cap, Nice doit virer Patrick Vieira. Ouais. Marion, mais alors si on vire Vieira qui est 11e, on vire
Qui, alors tous les autres entraîneurs qui sont derrière lui, vous pensez qu'à cette époque de la saison, ça vaut le coup de limoger Vieira? Mais évidemment que non. D'abord parce qu'ils trouveront jamais meilleur. Ils vont prendre qui? Antoine Comboiré, Frédéric Antonetti. Enfin, faut être sérieux. C'est pas Guardiola qui va venir. Enfin, faut arrêter les bêtises avec l'argent qu'il y a. Et justement, Vieira, il n'est pas fait pour entraîner ce genre de joueurs. Il est justement fait pour entraîner des stars. Vous savez, c'est l'erreur que Mitchell a fait à Marseille. C'est-à-dire c'est ce genre donc s'il n'est pas fait pour ce genre de joueur, il est fait pour au-dessus, il n'est pas fait pour en dessous. Mais alors donc, moi je dis au contraire, Nice a de la chance. Sinon ils vont finir comme Toulouse. Fabrice? Moi, je suis pas du tout d'accord avec Julien. Pourquoi? Parce que Vieira, c'est un jeune entraîneur. Donc déjà, il faut lui laisser sa chance, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Donc c'est un formateur. On a vu ce qu'il a fait avec les jeunes de Manchester City. Donc là, il est en train de faire pareil avec Nice. Il y a des jeunes joueurs, par exemple Thuram, Nsonki qui est revanchard, que Paris n'a pas gardé. Reine Adélaïde, pareil, qui était à Lyon. Il les a récupérés avec des joueurs d'expérience comme Dante, Schneiderlin, Pierre Lesmelou. Donc moi, à mon avis, il faut lui laisser le temps parce que ça se construit. Il a des jeunes joueurs. Il faut laisser le temps et moi je pense que Patrick Vieira ça va être un très très bon entraîneur de Ligue 1. Ryan, qu'est-ce que vous en pensez? On garde Vieira à Nice? Oui, bien sûr. Moi je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. Il faut lui laisser le temps. Comme il a très bien dit, il n'y a que des jeunes. Je pense, Rome ne s'est pas fait en un jour. Je crois que c'est ça là. Exactement. Et Nice non plus. Voilà, c'est ça. C'est que je me dis que Nice encore aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont gagner la Ligue Europa ou la Champions League. Il leur faut encore du temps et puis les joueurs ils s'amélioreront. Alors vous êtes sur IRM Radio, donc IRM.radio sur votre navigateur, sur Twitch et IRM Radio et au téléphone 07 71 59 62 68. Fabrice, c'est à vous. Manchester PSG, que se passe-t-il? But du Paris Saint-Germain. Marquinhos vous êtes soulagé. Mais le deuxième but. Donc voilà une bonne nouvelle pour les supporters du PSG. C'est plus qu'une bonne nouvelle. Là, c'est peut-être le but qui va ouvrir les portes de la qualification au PSG. Puisque vous nous avez dit qu'il fallait absolument que le PSG s'impose. Absolument. C'est pas fini encore. Ryan, ne soyez pas bonne nouvelle. Pas mauvais joueur. Ce soir, vous n'aimez personne, ni Marseille, ni si vous aimez Vieira. Vous aimez Vieira. Oui. Alors bon, après avoir réglé leur sort à Marseille, Rennes et Nice, quelqu'un ici, et oui, ça va vous surprendre, je dis quelqu'un parce que c'est pas quelqu'une, c'est quelqu'un, un homme ici trouve lui que la Ligue 1 est un championnat qui a un immense mérite, c'est de ménager du suspense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs en crise, mais il y a 5 équipes en 2 points. Et ça, Rémi, c'est votre coup de cœur du soir. Vive la Ligue 1 parce que vive le suspense. C'est ça, à défaut d'avoir le retour des spectateurs, on a le retour du suspense en Ligue 1. Comme vous le disiez, Gilles, on a effectivement 4 clubs qui profitent des faiblesses actuelles du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu autant de matchs après 12 journées, après un tiers de championnat. Et donc, a permis à des équipes comme donc, Lille, Lyon, Monaco et Montpellier d'être à portée de fusil à 2 points de cette équipe du Paris Saint-Germain. Au-delà de ça, il va y avoir en plus du coup un intérêt parce qu'il y a beaucoup de confrontations directes qui arrivent là, notamment le Paris Saint-Germain qui va jouer respectivement à Montpellier et contre l'Olympique Lyonnais. Donc on va pouvoir voir si justement, est-ce que c'est juste un effet, je dirais, Paris Saint-Germain qui a vraiment des faiblesses et va accélérer à l'issue de la Ligue des Champions, ou est-ce que justement il va y avoir des clubs qui vont tenir le rythme? Moi personnellement j'y crois. Je pense qu'effectivement, il y a des clubs qui vont tenir le rythme. Et ce qui est encore plus incroyable, et vous l'avez dit en début d'émission, c'est que l'Olympique de Marseille est virtuellement le leader de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'on dézingue l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, mais il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille, s'il gagne potentiellement ces 2 matchs en retard qui n'ont pas été joués à domicile contre Lens et contre Nice, eh bien le leader de cette Ligue 1 se nomme l'Olympique de Marseille. Donc, à défaut d'avoir, je dirais, une qualité peut-être en Ligue 1, on est tel un scénario d'un film de Scorsese, c'est-à-dire un suspense total. Fabrice, alors vous allez réagir bien entendu sur le suspense en Ligue 1, mais donnez-nous des nouvelles du PSG qui mène toujours 2-1 à Manchester, l'exploit de la soirée. Toujours. Tête de Marquinhos? Non, en fait, c'est Neymar. C'est Neymar. Toujours Neymar dans les grands matchs, les grands joueurs. Voilà, c'est Neymar qui a fait une accélération dans la surface, côté gauche. Passe pour Florenzi, l'Italien remise pour Marquinhos. Et Marquinhos, une reprise de la tête.
et le but. Merci Fabrice. Voilà. Le match qui va lancer vers la gloire le PSG. Ryan ? Il faut espérer. Ryan, qu'est-ce que vous pensez de cette Ligue 1 alors ? On dit que le niveau est fait, mais là, si le PSG est en train de s'imposer à Manchester, il y a un gros suspense en tête. Est-ce qu'on serait en train de se tromper ? Pour moi, c'est ça qui est bien aussi dans les championnats, c'est qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. C'est vrai que là, ces 5-6 dernières années, on avait l'habitude, hormis en 2017 avec le Monaco qui a gagné le titre, mais ces 6-7 dernières années, on avait l'habitude à ce que Paris, à cette période de l'année, Paris avait déjà 15-20 points d'avance sur le deuxième. Donc là, cette année, c'est différent. Et moi, je suis très optimiste pour l'Olympique de Marseille en championnat. Nicolas, comment vous jugez la Ligue 1 ? La reine du suspense ou la reine des équipes quasiment en déroute en compétition européenne, preuve d'un niveau qui serait extrêmement modeste ? Les deux, je pense. C'est bien pour la Ligue 1 et pour ses supporters qu'il y ait du suspense cette année. Ça reste toujours plus plaisant à voir qu'un championnat avec une première équipe qui a 20 points d'avance. Mais on peut voir justement que Marseille est virtuellement premier de Ligue 1. Et justement, ça nous prouve que le niveau du championnat français est vraiment très très bas, parce qu'on peut voir justement les performances de Marseille ou même de Rennes, qui est qu'à 6 points du leader cette année, qui en Europe sont complètement dégueulasses et qui en Ligue 1 arrivent à dérouler. Donc ça prouve bien que le niveau de la Ligue 1 reste quand même très très faible. Julien, comment vous évaluez le niveau du championnat ? Vous pensez que le suspense est dû en fait à une sorte de qualité médiane en hausse et finalement tout le monde peut accrocher le PSG ? Ou est-ce que c'est une sorte de faux suspense ? On sait très bien que le PSG va finir par se détacher et le niveau des matchs n'est absolument pas délirant. Vous êtes sur quelle thèse ? Je pense que les autres équipes justement n'ont plus peur du PSG en Ligue 1. Le PSG version Qatari faisait très très peur au début. Les autres équipes avaient beaucoup de mal à les affronter. C'est pour ça que le PSG s'en sortait souvent avec une très très large avance. Là maintenant, les autres équipes justement n'ont plus peur d'affronter, donc ils se donnent à fond. Il faut savoir que quand on voit un PSG Dijon, les joueurs dijonnais vont jouer ce match comme si c'était une finale de Coupe de France. Ils vont se donner à fond, parce que déjà pour leurs supporters et même pour qu'on arrive à battre une équipe avec Neymar et Mbappé, ça fait toujours, c'est toujours un beau cadeau. Après je pense que comme il dit, je rejoins Nicolas, c'est vrai que le niveau de la Ligue 1 est très 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 bas. Après c'est l'écart. Moi, je pense que maintenant, ça donne beaucoup de suspense, et moi, c'est comme ça que j'aime voir un championnat. J'aime voir un championnat où tout se joue sur une dernière journée. C'est quelque chose qui m'a toujours fait adorer le football pour ça, justement. Et voilà, après, c'est quand il y a des grandes avances, des grands écarts, quand le PSG est déjà champion dès le mois d'avril ou mai, c'est plus marrant, c'est plus drôle, parce qu'après, on sait que les joueurs, ils jouent plus sans, il y a plus aucun objectif. Donc, moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un écart justement assez très serré entre les équipes. Marion, vrai suspense ou en fait suspense au niveau des points, mais qui masque à peine un niveau balbutiant? Non, il y a pas trop de suspense, moi je trouve. Effectivement, on voit un peu des difficultés pour le Paris Saint-Germain, mais c'est l'année Covid, il n'y a pas un bon entraîneur à la tête du Paris Saint-Germain aussi, il faut quand même le dire. Il y a beaucoup de blessés partout dans tous les championnats. Dire du mal de la Ligue 1, je trouve que c'est toujours facile. Ouais. Non, je peux pas dire du mal de la Ligue 1 quand on sait que le PSG était en finale de Ligue des Champions, quand on voit ce que Lyon a fait la saison dernière. Moi, je crois qu'il y a un peu de fatigue. Ils ont fini aussi au mois d'août. Exact. Voilà, on peut pas dire non plus que le Real offre un spectacle fabuleux en ce moment, ni Barcelone, ni voilà. Donc moi, je suis un peu fatiguée de toujours la Ligue 1, c'est vraiment mauvais. C'est comme l'équipe de France. L'équipe de France, on gagnera jamais la Coupe du Monde. Tu as vu cette équipe, Marion? Ça fait 20 ans qu'on est très très fort. Vous êtes sur la ligne de Rémi, donc qui lui trouve que le suspense est signe quand même d'un intérêt prononcé pour cette Ligue 1 que beaucoup décrivent, moi le premier, comme d'un niveau c'est un suspense artificiel. C'est un suspense artificiel. Moi, je pense qu'au bout. Faux suspense, mais vraie qualité. Mais vraie qualité, mais bien sûr. Mais attendez, c'est pas parce qu'on est champion au mois de mars comme le Bayern que la Bundesliga est pas bonne. Enfin, je veux dire, faut arrêter aussi ce truc-là. C'est-à-dire que oui, mais il faut du suspense. Tu te rends compte, le PSG chaque année, mais le Bayern aussi. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on juge un championnat. Selon moi, c'est sur autre chose. C'est sur le manque d'argent. C'est sur une fiscalité trop forte. C'est sur plein de choses comme ça. Mais c'est pas. Enfin, voilà. Bon, il y a des faiblesses en ce moment et voilà. Fabrice, la Ligue 1, vous la jaugez comment?
intéressante parce que serrée, ou est-ce que vous pensez que le PSG va finir par s'imposer largement? Le PSG, d'ici février-mars, ils auront 10 à 15 points d'avance, si c'est pas plus. Donc le pourquoi, c'est qu'en ce moment, PSG, il y a énormément de blessés. Ils ont enchaîné, après la finale de la Ligue des Champions, ils ont enchaîné tout de suite le championnat. Donc je pense que c'est la seule équipe dans le championnat de France, parce qu'on a eu la chance, Paris a eu la chance d'arriver en finale de Ligue des Champions. Ils ont enchaîné, mais pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. PSG est largement devant. Ils ont une avance considérable. Je pense que Marseille, Rennes, toutes les autres équipes là qui sont en dessous, ils vont être très loin du Paris Saint-Germain. Et alors le PSG, justement, ce soir, toujours en tête, menant 2-1 à Manchester? Toujours pareil. Très grosse performance du PSG. Si le PSG s'impose à l'extérieur à Manchester. Rendant l'appareil à Manchester, qui s'était imposé sur le même score d'ailleurs, au Parc des Princes. Non, très grosse performance, on va pas exagérer, Gilles. Non. Manchester qui avait gagné au Parc. Non, plus sur un club à 600 millions, on dit plus c'est une grosse performance. On dit c'est très bien. On dit c'est très bien. Je veux bien qu'on polémique sur très bien et grosse performance, mais on n'est pas non plus à des mondes d'écart. Manchester United en Champions League, c'est quand même le club qu'on attendait depuis des années. Ils se sont imposés au match aller, Marion, quand même. Non mais justement, c'est pour ça que performance. Bah oui. J'attends. Non mais encore une fois, j'attends mieux. Moi, j'attends meilleur. Ils ont une victoire, ils ont gagné. Non mais j'attends du Paris Saint-Germain, non pas que les supporters en soient tous comme ça. Je me mets dedans, à 5 minutes d'un match contre Bergame la saison dernière. J'attends qu'on arrête d'avoir peur contre Leipzig, qu'on arrête de se dire « Ah, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'il a fait comme schéma de jeu? Mais non, c'est pas possible. » Mais je ne peux plus ça. Je veux plus de sérénité. Le Real jouera son navire européen lors du dernier match. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une période délicate. Non, mais ils sortent d'années de faste. Il y a un moment où c'est normal aussi. Je veux dire, quand on n'a que des années de diamants, il y a un moment où effectivement, ça devient de l'or et après de l'acier, voire parfois du fer. Oui, j'essaye de faire. On va prendre le débat sur les métaux juste après la fin du match. Voilà. En attendant, vous pouvez réagir sur irm.radio, sur Twitch IRM Radio au 07 71 59 62 68. Pour le moment, je vous rappelle que donc Rennes a été battu et éliminé de tout 1-0 à Krasnodar et que Leipzig s'est imposé 4-3 en Turquie, mettant la pression sur le PSG qui s'en sort très bien, qui gère excellemment cette pression en menant 2-1 à Manchester United ce soir avec des buts de Neymar en début de match puis de Marquinhos. Fabrice, toujours 2-1 pour le PSG? Il reste 10 minutes, 2-1 pour Paris Saint-Germain. 10 minutes à tenir, Ryan. Moi, j'aimerais juste réagir pour ce que notre cher ami Fabrice, que vous avez dit tout à l'heure, en parlant du PSG, en disant que PSG est au-dessus, le Paris Saint-Germain est... Alors là, on parle de la Ligue 1, on parle de la Ligue 1, on revient à la Ligue 1. On revient à la Ligue 1. Très bien, allez-y. Il disait que le Paris Saint-Germain était au-dessus, était vraiment tout en haut. 10-15 points d'avance dans 2 mois. Voilà. Oui. Et pourtant, là, je vois Paris Saint-Germain est à 2 points de Lille, Lille est deuxième. Paris, bon, ils sont premiers, mais ils sont quand même à 2 points seulement du deuxième. Donc là, j'essaye de voir un peu s'ils sont à 10-15 points. Je vois pas ça. C'est super. Merci en tout cas. J'ai dit au mois de février ou mars. Oui, ben, on va attendre. Monsieur Ryan. J'ai pas dit maintenant. Non, mais on peut faire des pronostics, effectivement. Absolument. Oui, Voilà. Alors maintenant, on va partir à l'étranger. On va partir à l'étranger en rendant hommage, sans doute, et on en discutera après, peut-être au meilleur joueur de tous les temps, Diego Armando Maradona, décédé récemment. Et Nicolas Nicastro, vous vouliez en parler, vous, parce que Maradona, vous l'appréciez évidemment en tant que joueur, mais il est cher à votre cœur, puisque vous êtes d'origine napolitaine. Alors, comme napolitain, comment avez-vous vécu cet événement tragique ? Très mal, comme tous mes concitoyens, justement. Et pour vous faire comprendre un peu ce que Maradona il représente à Naples, je vais vous donner juste mon exemple perso. Moi, j'ai 20 ans et je suis né 10 ans après que Maradona ait quitté le club et la ville. Et pourtant, pour moi et pour tous les jeunes de ma génération, Maradona, ça reste une sorte d'idole intouchable. C'est quelque chose de fou. Encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des Napolitains qui ont connu l'âge d'or de Maradona qui appellent leur enfant Diego. C'est pour vous dire à quel point, même 30 ans après, les Napolitains n'ont pas oublié Diego Maradona, à quel point il les a marqués. Parce qu'en fait, tous les Napolitains, ils vous diront quelque chose. Ils vous diront que Maradona, il a redonné de l'honneur à la ville de Naples. Parce qu'avant que Maradona arrive, je pense que vous savez tous, le Naples avait une réputation de ville de mafieux, de ville avec beaucoup de délinquance, etc. Et en arrivant, Maradona, il a dit « Je deviendrai l'idole des enfants de Naples ». Et c'est ce qu'il a fait parce qu'il a amené une petite équipe qui se battait pour la relégation sur le toit de l'Italie en gagnant 2 Scudetto et sur le toit de l'Europe en gagnant la Coupe UEFA. Donc grâce à ça, il a fait connaître, grâce à ses exploits sur le terrain, il a fait connaître la ville de Naples et la beauté de Naples aux yeux du monde entier. Donc c'est pour toutes ces raisons que Maradona à Naples, ça restera
une idole absolue. On le compare souvent à Dieu. C'est vrai que comme on le voit un peu comme un saint à Naples. C'est vrai que les gens ils le voient d'une manière incroyable. C'est pour cette raison que même 30 ans après son départ de Naples, les gens lui ont rendu un si bel hommage ces derniers jours. Et je pense que le plus bel hommage, c'est ce que le club de Naples et la ville de Naples ont fait pour lui. Et ils vont renommer justement le stade San Paolo en l'honneur de Diego Armando Maradona. Nicolas, vous considérez que Maradona, au-delà de l'affection que vous avez légitimement pour lui de par vos origines, est-ce que vous considérez que Maradona est le meilleur joueur de tous les temps? Oui, après on va dire que je suis pas très objectif vu que je suis napolitain, mais je pense que Maradona, il avait, comme je dis souvent, c'est un mélange entre les qualités de Lionel Messi sur le terrain et le mental de Cristiano Ronaldo. Il était aussi fort que Messi balle au pied, mais en plus il avait ce charisme qui permettait à toute son équipe de passer le cap. Et comme on dit souvent, il a gagné son premier Scudetto à Naples pratiquement tout seul. Et la Coupe du Monde avec l'Argentine aussi. Et ceux qui l'accompagnaient, c'était pas de très grands joueurs à part quelques-uns. Et il les a amenés jusqu'au bout du monde. Alors Nicolas, vous avez cité Messi, Ronaldo. Il y a aussi quand même Pelé, 3 Coupes du Monde, Cruyff. Rémi, pour vous, qui est le meilleur joueur de tous les temps? Pelé, Maradona, Cruyff, Zidane, Platini, Di Stefano ou d'autres? Vous me l'avez déjà posé cette question il y a 2 émissions. Oui, mais alors, vous voulez que je vous dise, Rémi? Vous voulez que je vous dise? Puisque vous me taclez, vous voulez que je vous dise, Rémi, très franchement? La réponse que vous m'avez faite, la réponse que vous m'avez faite il y a 2 semaines était tellement mauvaise que je vous redonne une chance. Donc, je vais vous répondre que chaque génération a son héros. Et pour ma part, ma génération, ça sera Zidane parce que je suis chauvin. Voilà. C'est tout? Ah ben oui. C'est pour ça que vous me taclez, dis donc. Julien, donnez un peu d'épaisseur à ce débat. Non, pour moi, c'est Maradona. On en avait parlé justement la dernière fois. C'est Maradona, ça reste le meilleur joueur de l'histoire du football et il n'y en aura jamais 2 comme lui. C'était un caractère. On n'a qu'à voir le jour qu'on a appris sa disparition, les réactions dans le monde entier. C'est un joueur qui a touché tellement de générations, des générations plus jeunes qui n'ont jamais connu le joueur, mais qui ont connu justement son talent. Et voilà, pour moi, il a créé le football. C'est un joueur qui a créé vraiment le vrai football c'était une triste nouvelle pour le football. Fabrice, vous, c'est Neymar et Mbappé? Non, Maradona. Il mène toujours 2-1 à Manchester? Toujours 2-1, il reste 6 minutes. Exploit performance de folie, on en très discutera après, mais pour le moment, qui est pour vous le plus grand joueur de tous les temps? Maradona, sans exception, de loin, de même très loin. Plus que Pelé? Plus que Pelé. 3 Coupes du Monde à une. Non, mais c'est pas, pour moi, c'est pas forcément que le football, c'est aussi une personnalité, ce qu'on dégage aussi à l'extérieur. Et alors, Maradona... Pourquoi pas Cruyff? 3 Coupes des Champions avec l'Ajax, qui a après porté Barcelone, qui a changé le football en entraînant Barcelone plus tard. Je suis d'accord, mais après, quand je dis personnalité, c'est tout ce qui peut avoir autour aussi du football, tout ce qui peut amener autour du football. Il faisait des choses que personne faisait. J'ai une anecdote, par exemple, Coupe du Monde 90, Argentine-Cameroun, coup d'envoi, il arrive, il dribble, il soulève la balle, il fait des jongles de l'épaule. Personne ne fait ça. Personne ne le fait. Maradona, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Artiste. Voilà, c'est différent. C'est hors football. Vraiment, voilà, comme vous dites, c'est un artiste. Ryan, Maradona, Pelé, Cruyff. Moi, c'est Olivier Giroud. Non, qui a marqué d'ailleurs ce soir, il a marqué au bout de quelques minutes de jeu. Exact. Non, pour moi, ça reste c'est Cristiano Ronaldo. De tous les temps. Très loin de tous les temps, bon, Ronaldo, le Brésilien. Ah, Ronaldo le Brésilien. Ah, d'accord. Ouais. Oui, mais les blessures ont quand même entravé sa carrière. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est que malgré ses blessures, malgré ses complications, il a toujours été au niveau, il a toujours été une légende. Marion? Alors vraiment, je dois tirer un coup de chapeau à notre ami Ryan. Merci. Parce que je ne suis pas d'accord du tout sur Ronaldo, mais ça, c'est pas très grave. Ce que je trouve au moins intéressant, c'est qu'il nous parle d'un joueur qu'il a vu jouer. Pardon, messieurs, mais moi, j'ai 41 ans, donc je suis une petite vieille. Je suis comme vous, Gilles. Nous sommes des petits vieux. À côté de moi, vous êtes Benjamin. Et bien sûr, il y a notre ami Richard Joffo qui est là. Nous sommes 3 dans ce studio à avoir vu la Coupe du Monde 86. Oui. Moi, pardon, mais c'est personnel. J'ai vu meilleur depuis. Rappelez-vous. Meilleur que Maradona sur un terrain en 86. J'ai vu meilleur que Maradona en 86. Qui
J'ai vu Ronaldinho, par exemple. J'ai vu Ronaldinho. Mais bien sûr que oui. J'ai vu Lionel Messi, je suis désolée. Oui, j'ai vu Lionel Messi. Je suis plus impressionnée. Maradona en 86 sur la Coupe du Monde 86. Messi, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Oui, parce que c'est plus difficile aujourd'hui. Il y a aussi ça aussi. Il y a quelque chose qu'on oublie. Et puis rappelez-vous, Gilles, c'est affreux et Richard s'en souvient aussi. Ce qu'avait dit Thierry Roland, qui était journaliste et qui était très raciste à l'époque, qui avait dit quand il y avait eu la main de Dieu, était-ce vraiment bien de prendre un arbitre tunisien. Alors ça, c'était la phrase quand même qui est sortie. Il avait une parole raciste. C'était sur la main de Dieu. Oui, il avait une parole déplacée et il n'était pas raciste. Ensuite, et une dernière chose quand même. Sa parole était déplacée. On a quand même vécu, Gilles, rappelez-vous quand même, les unes de Paris Match avec la coke, le machin, ça. C'était quand même quelqu'un d'intenable, d'insupportable, qui prenait la parole pour rien, qui était capable de nous dire, qui était un entraîneur. Donc, au nom de l'exemplarité. Non, mais une cata. Un entraîneur pour l'Argentine, pardonnez-moi, sélectionneur catastrophique. Enfin, moi, le moindre. Alors, le pauvre Napolitain, il est en train de mourir, là. T'inquiète pas, je suis sicilienne, donc tout va bien. Il est en train de mourir, le pauvre. Il sue à grosses gouttes. Il aura la conclusion. Mais il est évident, et même en Italie, moi je trouve, qu'il y a eu des joueurs qui, à mon avis, ont été en tout cas plus sains que Maradona. Nicolas, à vous la conclusion, vous la méritez. Donc selon Marion, Maradona, c'est pas le meilleur joueur du monde parce qu'il a pris de la coke et parce que c'était pas un bon entraîneur avec l'Argentine. Alors au nom de l'exemplarité, elle dit que il ne mérite pas le titre que vous lui attribuez. Je dis juste que c'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Mais vous avez le mot de la fin sur le sujet Maradona, Nicolas. J'ai le mot de la fin. Oui. Non, mais pour moi, on juge un joueur sur le terrain. Et par exemple, dire que Ronaldinho a été meilleur que Maradona, alors que Ronaldinho, il a été quoi 2-3 saisons au top. Je pense pas que c'est possible. Pour moi, Maradona, ça restera à jamais le numéro 1, comme a dit Fabrice, pour quelque chose qui va au-delà du foot. Il faudrait l'avoir vu jouer aussi, mon petit chéri. Alors on va rendre hommage. On peut le voir. Alors on va rendre hommage avant de venir à la conclusion du match Manchester PSG. Toujours 2-1 pour le PSG. Il reste une minute. Il reste une minute. Alors Julien, vous allez parler vous d'un autre grand joueur. C'est votre coup de cœur, l'un de vos coups de cœur du soir. Un grand joueur qui a parfois des déclarations fracassantes ou tapageuses. Un joueur parfois contesté, mais un joueur que vous adorez et qui joue lui aussi en Italie. C'est Zlatan Ibrahimovic. Julien, pourquoi tant d'amour pour Zlatan? Alors, pardon. J'ai un problème de. Vous pouvez m'expliquer? C'est la Californie. En Californie, il peut tout se passer. Ouais. Attendez, voilà. Vous faites du roller le matin, Julien? Est-ce que vous faites du roller le matin, Julien? Pour moi, la Californie, c'est le roller le matin. Ça m'arrive, mais là, c'était mon gin tonic le matin. En fait, c'est pas le roller. Rien à voir. C'est vrai. Pour ça. Ouais. Non, pourtant, vous êtes en plein jour, là. Pourtant, vous êtes en plein jour. Donc moi, c'est une très très grande admiration que j'ai pour donc Zlatan. Oui. Et donc je lui ai décidé de prendre quelques temps de mon temps libre et de lui écrire quelques lignes. Ah, allez-y, vous avez une lettre pour Zlatan. La lettre à Zlatan depuis Oakland, California. Allez-y. Voilà, donc en espérant que ça vous plaise. Ah bah c'est sûr. Donc Zlatan, quand tu as quitté le PSG, beaucoup de jaloux te croyaient fini. Mais chez les Reds, tout comme chez les Galaxies, tu as montré que le lion n'était que endormi. Et encore une fois, lors de ton retour en Serie A, personne n'a cru en toi. Et qui est pour le moment le meilleur buteur du championnat? C'est tout simplement le géant suédois. Tu es comme un bon vin qui, avec l'âge, devient meilleur, un peu comme Gilles Verdès en tant que chroniqueur. C'est fini? Te revoir non. C'était une belle conclusion, c'est dommage. Te rejoindre jouer à l'Euro serait un pur bonheur. Les grandes compètes sont faites pour les grands joueurs. Voilà. Oh, bravo, bravo. C'était charmant, c'est magnifique. Voilà, un grand cri d'amour, bravo. Ah ouais, là, ça mérite une ovation. Ça mérite une ovation. Il n'y a même pas à débattre, vous avez tout dit, mon cher Julien. On va même pas débattre, puisque c'était un peu trop, pas assez, ça rimait, c'était parfait. Donc Zlatan au panthéon des grands joueurs pour Julien, voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors Fabrice, on revient au direct, au match du soir, où en est ce PSG qui donc, après avoir ouvert le score, avoir été rejoint, a repris l'avantage à Manchester. Troisième but de Neymar à la 90e minute. Et oui, mais au grand match, les grands joueurs, c'est ce que je vous dis. Neymar, voilà. Donc le PSG mène 3 à Manchester. 3-1. Il reste... On est dans les arrêts de jeu. Il a marqué dans les arrêts de jeu, 90+1. Donc après, vous nous donnerez le classement. Ça veut dire que là, le PSG fait quand même un immense pas vers la qualification en Ligue des Champions. Alors du coup, Ryan, vous qui êtes un fan de l'OM, est-ce que ça veut dire que toutes les critiques qui ont été faites sur le PSG étaient disproportionnées? Le pauvre.
Pour moi, j'ai envie de dire, je vais me faire taper dessus, mais par qui? Par moi? Partout, oui. Allez-y. Grande partie, mais j'ai pas vu le match. Et bah oui, mais non, mais évidemment, vous n'avez pas vu le match. Mais je pense que c'est aussi. Parfois, les matchs de Marseille, il vaut mieux pas les voir. Oui, alors, allez-y. Ça c'est vrai, ça, vous avez raison. Mais je pense que c'est aussi une grande chance qu'ils ont eu, le Paris Saint-Germain, d'avoir gagné ce soir. Comment ça, une grande chance? Ils ont 3, Neymar a tout fait, ils ont mené. Ils ont mené, il n'y a pas de débat. Non, je vais rester objectif. Il va avoir un carton rouge pour Manchester. Je vais rester objectif. Essayez quand même, oui. Oui, le Paris Saint-Germain mérite cette victoire. Très bien. Vous changez vite d'avis, Ryan, hein, c'est magnifique ça. Ils ont bien joué, 3-1, 3 buts, 2 buts de Neymar, 1 but de Marquinhos. C'est la soirée des Brésiliens, j'ai envie de dire. Rémi, c'est une grosse performance du PSG qui donc est en train de s'imposer 3-1 à Manchester United et de prendre l'avantage sur Manchester United qui s'était imposé 2-1 au Parc des Princes. Oui, c'est une très grosse performance effectivement du Paris Saint-Germain et du coup effectivement, là c'est là où on voit finalement, quoi qu'on en dise, les grands clubs et les grands joueurs sont présents à ces moments-là. J'aimerais bien par contre connaître tous les commentateurs qui ont critiqué Tourelle. J'en fais partie. Quel est le débriefing de ce match de ce soir? Parce que Tourelle finalement, sur un match comme ça, on peut quand même lui attribuer une petite part de victoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gilles, mais malgré tout, le coach en fait partie. Absolument. Julien, comment vous évaluez cette victoire importantissime du PSG qui est en train de se dessiner, qui maintenant doit être effective à Manchester United? Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien pour les clubs français en Ligue des Champions. Après, juste pour revenir aussi à ce que disait Rémi, moi, je fais partie des personnes qui justement critiquaient justement les choix tactiques de Thomas Tuchel. Après, je sais pas si on se rappelle, mais il y a quand même eu une explication de Leonardo qui a un peu recollé les morceaux avec Thomas Tuchel. Et je pense que là, ils sont repartis sur de bonnes bases pour la saison. Ça fait du bien de voir le PSG gagner comme ça. Les grands joueurs sont au rendez-vous. Il en manque encore. Certains joueurs sont absents. Mais voilà, c'était un gros match. Manchester United, c'était quand même le favori du match. Le Paris a su montrer présent à Old Trafford et ça fait plaisir. Nicolas, est-ce que Neymar, c'est le Maradona du PSG? Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, Neymar, c'est un très grand joueur. Et je pense qu'avec cette victoire, on peut voir que le PSG, il est vraiment rentré. Il y a eu un temps d'arrêt quand même. Oui, non, mais c'est ça. Il s'est dit, est-ce que c'est du vrai? Et il répond sérieusement en plus. Bon, Nicolas, c'est quand même. J'ai l'hésitation. C'est une grosse performance, hein, une grosse performance du PSG, Nicolas. Ouais, on peut voir avec cette victoire que le PSG il est entré dans la dimension des grands clubs européens parce qu'à chaque fois qu'ils ont le couteau sous la gorge, ils arrivent à quand même passer le cap au-dessus et avec cette victoire, je pense qu'ils vont se qualifier. Alors que s'ils perdaient, ils auraient été très très mal, je pense. Alors vous savez que ici, dans le studio, il y a un visionnaire. C'est Ryan. Ryan nous a dit que le plus grand joueur de tous les temps, c'était Olivier Giroud. Et Olivier Giroud vient de réussir un quadruplé. Un quadruplé en Ligue des Champions. C'est tout, mais voilà. 4 buts avec Chelsea. Voilà. C'était à Séville. Oui, c'était à Séville. 4-0 score final. 4-0. Donc un penalty. Oui, mais bon, 4 buts de Giroud, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable, bravo. Après qu'il ait été critiqué, qu'il ait été... Il était titularisé déjà. Exact. Certains ont dit, est-ce que c'est une bonne idée de son coach? Exact. Et donc, quadruplé d'Olivier Giroud en Ligue des Champions. Sachant qu'avant qu'il revienne dans son club, il était avec l'équipe de France, il a marqué un but avec l'équipe de France, il revient à Chelsea, il est titularisé en Champions League, il met un quadruplé. Que dire? Mais Ryan, c'est les causes perdues. C'est Olivier Giroud, c'est Eden Hazard. Et c'est pour ça qu'on aime Ryan. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Fabrice, est-ce que le score final est de 3-1 pour le PSG? Match terminé? Terminé. Il vient de se finir. Vous pouvez nous donner le classement? Nous avons dans ce groupe. Donc là, il y a 3 équipes à 9 points. Eh oui. Voilà. Donc à la différence de but, PSG passe 2e, Manchester 1er, 3e Leipzig, 4e Istanbul. Oui, mais alors évidemment, mais dans les confrontations directes, avantage PSG sur Manchester, avantage PSG sur Leipzig. Donc c'est une immense performance qu'a réussi le PSG qui va accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions.
Donc c'est voilà la fin des incertitudes, la fin du doute. Et Marion Tourelle, grand entraîneur. Pas du tout. D'accord, très Pas bien. du tout, pas du tout. Non mais attendez, on parle de grand entraîneur quand il aura gagné la Ligue des Champions. Ah le bah, PSG, alors, non mais on il y a ambitionne. 8 entraîneurs dans le monde alors. Non mais c'est, ben oui, il y a 8 entraîneurs dans le monde. Ah bon, ok. Oui, bah, d'accord, très ou bien. 15, c'est tous ceux qui ont gagné, les autres non. Mais non, mais il y en a évidemment, il y en a certains, bon, on peut dire peut-être un Simeone, ce genre de personnalité. Et encore, moi je pense vraiment que Tourelle, avec l'effectif qu'il a, je suis désolée, hein, mais c'est normal aussi. Quand on a Mbappé et Neymar, et qu'on me dit « Ah mais non, mais c'est extraordinaire contre Manchester United ». Je rappelle quand même que Manchester United aussi a un entraîneur quand même assez faible, qui est quand même pas exceptionnel non plus. Il faut quand même arrêter de penser toujours que le PSG, c'est fabuleux, c'est extraordinaire d'arriver à faire ça. Non, non, le PSG, c'est un grand club. Donc quand il est face à Manchester United, eh bien, il peut gagner, il peut effectivement mettre 3-1 en phase de poule. Oui, oui. Rémi, et on l'a déjà vu ça en plus. Rémi, énorme performance du PSG qu'on disait, et effectivement en ballottage plus ou moins favorable puis défavorable quand Leipzig a marqué le 4e but en Turquie. Et finalement, mon cher Rémi, le PSG s'impose brillamment, largement, 3-1 à Manchester United. Bon, on va prendre un peu de recul quand même. Ah, j'attendais ça de vous. Ouais, non, mais après, c'est pas. Prenez une leçon, Ryan, vous voyez, prenez du recul. C'est pas non plus un exploit, si on regarde le classement, que le PSG soit leader de cette poule. Voilà, merci. Voilà. Non, mais, moi, je veux bien. Ils sont dans la difficulté, ils ont une capacité de réaction. Ok, très bien. Une fois qu'on a passé le côté émotion. Oui, il faut quand même gagner les matchs, Rémi. Ils en ont pas gagné tant que ça, puisqu'ils ont que 9 points, Gilles, en 5 matchs. D'accord. Fabrice, donc, à un moment Fabrice, donné, remettez. Attendez, Rémi, on va donner la parole aux défenseurs et après vous reviendrez. Je suis pas du tout d'accord avec Rémi. Je pense que c'était pas facile de gagner déjà ce soir. Le parcours en Ligue des Champions, c'est vrai, est un peu chaotique du Paris Saint-Germain. Donc déjà, il faut vraiment les féliciter. Après, même les grosses équipes, on l'a bien vu hier avec Madrid, qui perd en Ukraine. Madrid qui est 3e de sa poule. Devant, il y a Borussia et Donetsk. Dernier, Inter de Milan. Donc on voit bien que les grosses équipes cette année, ils ont un peu de mal. Donc il faut vraiment tirer un coup de chapeau au Paris Saint-Germain. Rémi, ça vous a fait changer d'avis ? Non. Merci non. Rémi. Non. Après, voilà. Leipzig et Manchester United, c'est pas non plus des cadeaux, quoi, depuis quelques années. Voilà, à un moment donné... Fabrice, je veux bien hein, le côté émotion, le côté bravo sur les résultats, mais si on prend un peu de recul, c'est le minimum. Alors attendez, on va revenir sur le débat, mais il y a quelqu'un qui jubile, qui m'a dit laissez-moi parler de Giroud, Ryan, parlez de Giroud, allez-y. C'est ça. 4 buts de Giroud et le classement du groupe. Exactement. Allez-y, c'est à vous. Alors moi, Giroud, je l'ai toujours aimé. Ça a été un joueur que j'ai toujours apprécié parce que il dit rien. Il a de la chance que vous détestez tout le monde à part lui. Donc, oui, c'est vrai en plus. Hein. Alors Chelsea qui se trouve à la première place avec 13 points. Oui. Séville qui suit derrière avec 10 points. Krasnodar 4 points. Malheureusement Rennes 1 point qui n'aura aucune chance. Qui est éliminé de toutes les compétitions. Nicolas, est-ce que vous pensez que le PSG peut rééditer son énorme performance de la saison dernière et aller très loin en Ligue des Champions cette année ? On disait l'effectif peut-être amoindri, Tourelle en fin de cycle, et finalement le PSG est là. Ouais, mais pour toutes ces raisons, justement, je pense pas qu'ils pourront faire mieux que la saison passée. Déjà, la saison passée, c'était un peu spécial, hein. Vu qu'il y a eu le format Final 8, il n'y a pas eu les matchs en aller-retour, tout ça. J'ai un doute, je sais pas si le PSG aurait rejoint la finale si c'était une année normale. Et là, comme vous avez dit, Gilles, justement, le PSG, ils ont un effectif encore moins compétitif, selon moi, que la saison passée. Donc, je ne les vois pas rejoindre la finale une nouvelle fois. Alors, il y a un homme ce soir, c'est Neymar côté parisien, et il y a un homme ce soir, à cette table en tout cas, c'est Ryan et Giroud. Il y a 2 hommes à côté de moi, 2 hommes en un. Donc Ryan, Giroud formidable, et Chelsea. Exactement. Chelsea leader. Chelsea leader. Vous aimez bien Chelsea? J'aime beaucoup Chelsea. Allez-y, parlez-nous de Chelsea. Qui est donc? Ça a été mon coup de cœur. Franchement, Chelsea, c'est mon coup de cœur. Chelsea, ils sont 3e de leur championnat. Ils sont à 2 points de Manchester City, qui sont actuellement premiers. Ils enchaînent les victoires depuis le 3 octobre. Une équipe complète. Lampard, il a fait un mercato merveilleux avec Chilwell, Werner, Havertz, Ziyech, qui sont pratiquement les meilleurs joueurs de l'équipe.
Et je trouve que Chelsea est régulier. Voilà, on peut le voir même avec les 4 buts qu'ils ont mis face à Séville. Je vois Marion et Dalo qui vous allez me dire que Séville, c'est pas un top club. Chelsea aurait peut-être affronté un autre club, un autre top club, peut-être qu'ils auraient perdu. Mais ça reste quand même une bonne équipe, Séville. Allez-y, finissez, Ryan, finissez. Ça reste quand même une très bonne équipe. Pas déstabiliser. Ça reste une très bonne équipe. Oui. Et moi, Chelsea, ce que j'aime, ça a toujours été le côté sportif. C'est vrai qu'on a connu le Chelsea à l'époque de Lampard, on a connu à l'époque de Matic, à l'époque de Petr Cech, qui d'ailleurs, Petr Cech qui remet les gants, apparemment, qui remet les gants. Et c'est un club, pour moi, c'est un club de cœur. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce club. C'était votre coup de cœur. C'est ça. Et là, ça me fait énormément plaisir de les voir arriver et de voir de quoi ils sont capables et de revoir un Chelsea de l'époque. Marion, Chelsea, non, ça vous laisse dubitative. Non, pas du tout, je rigole parce que oui, je pense exactement pareil, je suis tout à fait d'accord. Non, ça m'amuse parce que, non, c'est juste Ryan, Olivier Giroud, je trouve que c'est un duo exceptionnel qui restera, je crois, dans cette émission. Revenons au classement. Donc là, on a donné le classement du Chelsea, le classement du PSG, tout le monde est à 9. Le dernier match va opposer Leipzig à Manchester United. Alors le PSG est qualifié s'il gagne, à coup sûr. Et s'il fait match nul, le PSG aura 10. Et forcément, même s'il y a match nul dans le match entre Leipzig et Manchester, tout le monde serait à 10 dans ces cas-là. Mais le PSG serait qualifié parce qu'il a une meilleure différence particulière que les autres équipes. Donc, en cas de victoire ou de match nul, parce qu'évidemment, si dans le match Leipzig-Manchester, il y a un gagnant et un perdant, le perdant resterait à 9. Donc le PSG ne pourrait être éliminé qu'en cas de défaite au dernier match à domicile. Donc le PSG a fait un immense pas. Fabrice, c'était le match à gagner. Que le PSG devait gagner, et le PSG a gagné. Et c'est quand même, on en discutait, mais c'est une très très grosse performance. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, pour ma part, c'est vraiment... Et je pense pour beaucoup de monde, là, ce qu'ils ont fait Paris Saint-Germain, c'est pas un exploit, mais on va dire, voilà, ils sont surpassés, surtout que dernièrement, ils ont été critiqués. Et vraiment, moi, je pense qu'ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. 3-1, c'est vraiment un bon boulot. Même Tuchel, pour moi, ça n'a pas été facile pour lui ces derniers temps. Je pense que pour le groupe aussi. Ils ont sorti les crocs et voilà, Neymar, les grands joueurs, toujours présents dans les grands rendez-vous. On a beau dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est ça les grands joueurs. Ryan, vous allez nous reparler de Giroud? Non, notre aussi bon joueur que lui qui est Neymar. Oui. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Fabrice. Pour moi, Neymar, c'est plus un top joueur. Parce que vous supportez le Paris Saint-Germain. Et vous voyez Neymar comme il a fait aucune saison entière. Mais là, il a fait un match. Il marque 2 buts. Mais citez-moi, depuis qu'il est en Ligue 1, citez-moi une saison où il a fait une saison entière. Il est souvent blessé. C'est bien beau sur 15 matchs de mettre 10, 11, Ronaldo, lui aussi, était souvent blessé, votre idole, je vous signale. Oui, bien sûr. Les grands joueurs peuvent être victimes Ronaldo a une Coupe du Monde. Ronaldo, il a un palmarès quand même qui est assez plus prolifique que celui de Neymar. Pour moi, Neymar n'est plus du tout dans le top 5. Alors, on parlait tout à l'heure d'une donnée qui, selon Marion, fausse un peu les comparaisons, les études, c'est les blessures. Vous disiez que énormément de joueurs sont blessés. C'est vrai que les préparations ont été tronquées. La saison s'est poursuivie longtemps, donc certains joueurs ont eu peu de repos. Et du coup, on peut se demander si ce calendrier qui a été mis en place par l'UEFA, entre les matchs de championnat et puis aussi les matchs européens, si ce calendrier n'allait pas contribuer, entre guillemets, à casser des joueurs. Et justement, Nicolas, c'est votre coup de gueule de la soirée. Vous êtes fâché contre le calendrier que vous jugez démentiel, surchargé de l'UEFA. Expliquez-nous pourquoi, Nicolas. Ouais, exactement. Du coup, on est tous d'accord pour dire que l'UEFA, normalement, elle est censée protéger les grands clubs, enfin les clubs, les joueurs, etc. Mais avec cette saison qui est spéciale, justement, on a pu voir que l'UEFA, tout ce qu'elle faisait, c'était pour l'argent. On avait déjà des doutes sur ça, mais là, on en a la confirmation. Et voilà, il y a les championnats, il y a les compétitions européennes, il y a la Ligue des Nations. En fait, on se demande quand est-ce que les joueurs ils pourront se reposer. Et à cause de tout ça, il y a des blessures, il y a des joueurs qui sous-performent. Et là, on voit de plus en plus d'entraîneurs ou de joueurs à l'image de Guardiola ou Klopp qui sont en train de se plaindre justement par rapport à ce calendrier beaucoup trop surchargé. Pour moi, ça fausse les compétitions parce que les grands clubs, c'est eux qui sont le plus impactés parce que leurs grands joueurs, donc ils jouent le week-end, le championnat, ils jouent la semaine, les compétitions européennes. Et quand ils pourraient prendre un peu de repos, ils ont la Ligue des Nations ou les compétitions avec les sélections nationales à jouer.
Donc c'est pour cette raison qu'on voit des Barça, City dans des positions anormales. Et je pense que c'est un problème parce que les joueurs, ils sont pas du tout respectés. Il faudrait peut-être créer un syndicat des joueurs. Je sais que ça existait à une époque pour protéger justement le droit des footballeurs et qui puissent eux aussi être représentés. Parce que en juin prochain, il y a l'Euro. Et à mon avis, la compétition, elle risque d'être terne parce que les joueurs, ils vont arriver, ils vont être cramés. Dès la 60e minute, ils n'arriveront plus à courir à cause de cette saison qui a été hyper éprouvante. Donc voilà. Et moi, personnellement, en tant que supporter de foot, je pense que beaucoup le ressentent comme moi. Mais on n'est qu'en novembre et je suis déjà lassé par cette saison. On a des matchs chaque jour. Ce qui est beau avec le foot, c'est l'attente. On attend que dans 2 semaines, il y a la Champions League. Dans 1 mois, il y a ce gros match. Mais là, on nous met tellement du foot tous les jours que déjà en novembre, je suis lassé. Il y a eu des gros matchs ce soir, Nicolas. Il y a eu des gros matchs. Le PSG qui s'impose à Manchester, quadruplé de Giroud. Il y a eu des beaux matchs. Bien sûr. Non, mais il y a eu des gros matchs. Mais pour moi, le fait qu'on ait du foot chaque jour, parce qu'ils ont dû faire un calendrier hyper condensé, ça lasse et je suis pas le seul à le penser, en tout cas. Julien, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Calendrier surchargé, risque de blessure? Je suis d'accord avec l'analyse. Oui, c'est un calendrier qui est très chargé et c'est vrai que c'est très dangereux pour les joueurs et pour la suite. Mais après, je rejoins pas Nico, on s'est plaint pendant justement plusieurs mois qu'on n'avait pas de football. Là, on en a. Moi, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir autant de football, alors que voilà, moi, contrairement à toi, moi, je n'aime pas l'attente. C'est-à-dire que moi, l'attente qui vient pour un match, non, j'aime bien justement qu'il y ait un match toutes les semaines, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est lassant parce qu'on n'y a pas l'habitude, mais il n'y a rien d'autre à faire en ce moment que de regarder les matchs de foot. Donc, je pense que voilà, ça fait plaisir à regarder. Et après, pour les joueurs, moi, je pense que si chaque équipe à ce niveau-là devrait pouvoir gérer, avoir aussi des joueurs en réserve ou sur le banc de touche. Déjà, il y a plus de changements autorisés. Voilà, et déjà qu'il y ait plus de changements, je trouve ça bien, mais aussi je pense que chaque équipe devrait pouvoir gérer avec des joueurs aussi qui savent être présents sur le banc de touche en réserve, qui puissent être présents quand les grands joueurs justement ne peuvent pas y être. Et après, ça c'est pas le problème de l'UEFA, je pense que c'est le problème de chaque équipe. Et voilà, les clubs gèrent leur équipe comme ils peuvent. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que l'UEFA est en train de fragiliser les joueurs en leur imposant des cadences infernales? C'est vrai que cette saison, tout le monde effectivement essaye de tirer la couverture à soi, que ce soit l'UEFA, que ce soit les sélections nationales, les clubs, les coupes d'Europe, les championnats. Mais du coup, transition avec ma chronique, c'est-à-dire que merci l'UEFA, parce que c'est grâce à eux finalement qu'il y a le retour du suspense en Ligue 1. Parce que finalement, si le Paris Saint-Germain n'était pas dans ces difficultés-là, alors, est-ce que peut-être qu'à posteriori, il n'y aura pas un effet boomerang qui va faire que, effectivement, les clubs vont mieux s'adapter? Parce que je pense que c'est pas terminé encore cette situation de crise sanitaire. Je pense que le foot d'avant, on n'est pas prêt encore de le retrouver. Donc, peut-être que les clubs vont peut-être plus gérer la formation, plus intégrer des joueurs. On va avoir des effectifs beaucoup plus larges. Et finalement, peut-être que c'est pas un mal en soi. Ryan, alors moi, ce que vous en pensez? Moi, j'ai envie de répondre à Nicolas. Ce que je vous propose, Nicolas, c'est de prendre votre télécommande, de changer de chaîne et puis de regarder du basket, de regarder du ping-pong, de regarder du badminton. Il y a plusieurs sports, vous savez. Donc après, moi, je veux bien, mais... C'est celui qui considère Ronaldo comme le meilleur joueur de foot. Ouais, non, mais vous n'êtes jamais content. À un moment donné, il faut, je sais pas, quand il y a trop d'attente, le foot nous manque. Quand il y a trop de foot, on aime bien l'attente. À un moment donné, j'ai envie de dire, et puis ce qui est bien aussi, moi personnellement, c'est de voir que la Ligue des Champions casse un peu le rythme. Je m'explique. Par exemple, le Paris Saint-Germain était en difficulté en Ligue 1. Là, ils ont gagné le match contre Manchester United. Ça va leur relancer. Et peut-être ce week-end, ils gagneront le match. Et je pense que c'est aussi un match de transition entre le championnat et la Ligue des Champions. Voilà, j'arriverai pas à terminer ma phrase. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez? Cadence infernale, attention danger, à l'image de Neymar ce soir avec le PSG. Finalement, les grands joueurs sont toujours là. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec Nico. Pourquoi? Parce que pour moi, les grandes équipes, les grands joueurs sont programmés pour jouer tous les 3 jours. Ça, pour moi, c'est logique. Surtout les grandes équipes. On ne parle pas de Guingamp, Lorient. Les grands joueurs, ils ont les effectifs. Les grandes équipes, ils ont les effectifs pour jouer tous les 3 jours, les 4 jours, les 5 jours. Donc pour moi, au niveau de la cadence, non, pour moi, c'est tout à fait naturel. Par contre, juste, je veux pousser un petit coup de gueule. Allez-y. C'est la soirée des coups de gueule, vous pouvez y aller. Voilà, je sais qu'en France, peut-être la Coupe de France va être annulée. Donc, effectivement, ça va arranger. Elle est en péril. Voilà, ça va arranger les clubs pros parce que, eux, on sait qu'ils n'aiment pas trop la Coupe de France. Mais les clubs amateurs vont prendre une sacrée claque financièrement. Donc, déjà que c'est assez dur pour eux.
Et donc là, ça va être pire si la Coupe de France elle est annulée. Alors, elle semblait mal partie. Là, il y a une opération de la dernière chance. Si les clubs amateurs reprenaient l'entraînement après les matchs, etc. Voilà, c'est un peu opération, essayons de sauver la Coupe. Marion, qu'est-ce que vous pensez des cadences infernales? Vous pensez que ça risque d'amoindrir finalement le degré de compétitivité des clubs et des joueurs? Alors, oui, je prendrai un petit peu tout ce que tout le monde a dit là ce soir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs. C'est vrai qu'on le voit, il y a des blessures. C'est vrai que les joueurs sont pas prêts. Et c'est vrai que cette histoire de Covid nous met des cadences infernales. Bon. Mais en même temps, les supporters le savent, ils payent cher les chaînes de foot aujourd'hui, les chaînes qui donnent du sport, qui offrent du sport. Donc il faut qu'il y ait du spectacle. Il faut qu'il y ait du spectacle, des show must go on. Et puis en plus, on le sait, c'est le cas en Angleterre depuis toujours. En Angleterre, on joue énormément. Tout le temps, il y a le Boxing Day, on se pose pas toutes ces questions-là. Et moi, je trouve que justement, il y a de l'argent dans le football, et c'est justement pour qu'il y ait tout le temps des matchs. Ensuite, sur la question du syndicat des footballeurs, c'est vrai qu'autrefois il y avait, mais c'est vrai que les salaires n'étaient pas les mêmes. C'est vrai qu'on n'attendait pas les mêmes choses des joueurs. Aujourd'hui, ça s'est tellement professionnalisé. On a des joueurs qui sont tellement riches, qui offrent tellement de bonheur à tout le monde, qui sont des stars. Ils peuvent pas aujourd'hui créer un syndicat sur les joueurs. Enfin, je voudrais terminer sur ce qui vient d'être dit sur effectivement le fait que ce serait difficile pour les clubs amateurs par rapport à la Coupe de France et tout. Pas que les clubs amateurs, même les clubs de Ligue 1, je veux dire, des clubs justement comme Nice, comme même des clubs de bas de tableau ou de Ligue 2 ou etc. Un club comme Toulouse. Au contraire, ils attendent de jouer la Coupe de France. Oui, c'est mieux pour le PSG, bien évidemment, c'est mieux pour Lyon, mais la réalité, c'est que la Coupe de France est importante quand même. C'est vrai que les calendriers sont surchargés. Ce soir, il y avait une grosse soirée de Ligue des Champions. Et Ryan, vous allez nous donner tous les scores des matchs de la soirée et de la fin d'après-midi. Alors bon, malheureusement pour Rennes, ils perdent 1-0. Ils ont perdu 1-0 contre le Krasnodar. Istanbul, Leipzig a réussi à arracher la victoire en toute dernière minute grâce à un but de Storloch, le Norvégien. Suivi de Chelsea, Séville, bien évidemment, Giroud qui réalise un quadruplé et un match exceptionnel. Le club de Bruges qui atomise le Zénith par 3-0. Dortmund, Lazio qui finissent en 1 partout. Ferencvaros et Barcelone qui se quittent sur un 3-0 pour Barcelone. Juventus qui ont gagné, bien évidemment, sans surprise. Le Dynamo Kiev 3-0 aussi. Et Manchester United et Paris Saint-Germain, voilà, comme nous a dit Fabrice, ont gagné 3-1. Énorme performance du PSG. Donc, Olivier Giroud, le PSG, Marion, c'est les deux événements marquants de la soirée, la victoire du PSG, le quadruplé de Giroud. Vous êtes d'accord? Mais sans doute, en plus, bien sûr. Fabrice, ce PSG là, il vous requinque? Moi, vous doutiez. Oui, vous doutiez en début de soirée, vous doutiez. Vous n'aviez pas ce sourire jubilatoire que vous en aurez maintenant. Un petit peu, mais bon, j'y crois. Je pense qu'ils vont faire le même parcours que l'année dernière. Aller en finale. Vous pensez que ce PSG a les armes pour aller très loin? Je tente. Je fais les paris. Ils vont aller en finale. Nicolas, vous êtes d'accord? Le PSG peut aller très loin, requinqué, galvanisé peut-être par ce succès importantissime à Manchester United en Angleterre, 3-1. Le PSG peut aller très loin? Je pense pas qu'ils vont arriver en finale parce qu'encore une fois, ils ont un effectif encore plus faible que la saison dernière pour moi. Mais en tout cas, c'est une très très grosse perf d'aller battre United à Old Trafford. Fallait le faire et ça leur permet justement de se qualifier et de pourquoi pas rêver plus grand. Moi, je veux bien que le PSG ait un effectif peut-être plus faible, mais qui est aujourd'hui l'équipe qui transcende le football européen? Le Bayern Munich. Le Bayern et Liverpool. Mais largement au-dessus. Le Liverpool qui réussit un début de saison quand même. Il y a Ryan qui va dire que le Bayern et Liverpool sont pas des grands clubs. Non, on n'a pas dit ça. On a dit que Liverpool nous procure moins d'émotions que les saisons dernières, peut-être. Nicolas? Moi, par rapport au PSG, je vois toujours le Bayern et Liverpool un cran au-dessus. Oui, moi aussi. Et je pense pas qu'ils ont les armes. Le Paris Saint-Germain n'a pas les armes pour rivaliser avec ces deux équipes, à mon avis. Julien, le PSG va aller très loin? Oui, j'en suis persuadé. Le PSG y a goûté de toute façon, a goûté à la finale et maintenant ils ont tellement été proches qu'ils ont besoin d'y arriver. C'est un projet qui prend depuis plusieurs années. On n'a jamais été aussi proche l'année dernière. Je pense que là. C'est pas moi aussi j'ai besoin d'y arriver. J'y arrive jamais si vous voulez. Donc le fait d'avoir besoin d'y arriver nécessite pas obligatoirement que vous réussissiez. Non, mais il faut jamais baisser les bras. Ce que je veux dire, c'est quand on goûte à quelque chose, on a envie. Voilà, c'est l'appât du sang, c'est l'appât de la victoire, c'est l'appât de la coupe. Je pense que quand on a la chance de pouvoir voir la coupe d'Europe d'aussi près
Et quand on s'appelle le Paris Saint-Germain et qu'on a des joueurs comme justement Neymar, Mbappé, et ils ont besoin de gagner cette coupe, quand on la voit de si près, je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Je pense que là, la coupe, les matchs de poule, ça y est, ça va bientôt être terminé. Je pense que là, la vraie compétition va commencer. C'est là qu'on va voir du vrai Paris Saint-Germain. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez de ce PSG? Il peut aller très loin sur la scène européenne? Il y a une donnée qui est à prendre en considération, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, là, soi-disant gros clubs, qui vont peut-être pas terminer premier là de poule. On a cité le Real Madrid, on a cité. Alors lui qui va terminer peut-être premier, peut-être deuxième, ou peut-être éliminé. Hein. Attention. Ouais, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir des huitièmes de finale avec des énormes chocs d'entrée, et finalement. C'est peut-être pas cadeau pour le Paris Saint-Germain et on va voir la vraie valeur de l'équipe s'ils doivent jouer effectivement un Real Madrid, un Liverpool dès les huitièmes de finale. Ryan, qu'est-ce que vous pensez de la vraie valeur de ce PSG, galvanisé peut-être par ce succès important à Manchester United et qui va peut-être enfin lancer sa saison ce soir? Alors moi j'ai cru entendre quelque chose qui m'a un peu surpris tout à l'heure, Gilles. Une seule chose ici. Une seule chose, oui. J'ai entendu le PSG n'a pas l'effectif pour. Quelqu'un a dit ça? Un moins bon effectif que la saison dernière. Alors ça c'est totalement faux parce que non, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bien sûr que si. Neymar, Mbappé, Marquinhos, Kehrer, qui est pas moi. Pour gagner la Ligue des Champions, faut avoir la meilleure défense du monde. Alors, je voudrais pas être désagréable avec vous, mais il y a Kimpembe et Marquinhos. Non, parce que pour moi, c'est la meilleure défense du monde, Kimpembe et Marquinhos, la meilleure du monde. Une des 3-4. Non mais pour moi, Kimpembe. L'un des meilleurs défenseurs du monde. Il est très fort, très fort. Il est très fort. Vous plaisantez, messieurs, on est quand même très loin de... Il est titulaire en équipe de France, Kimpembe, maintenant, aujourd'hui. Attendez, c'est aussi parce qu'il n'y a plus Samuel Umtiti, etc. Oui, c'est sûr qu'on est titulaire parce qu'il n'y a plus les autres. Attendez, Kimpembe, ça peut être aussi une très grosse erreur par match. Non, mais attention avec ça. Non, pas en ce moment, pas aujourd'hui. Moi, je pense que quand même, il faut quand même... Ça va raison garder, je veux dire, sur Kimpembe. Gardons raison. Vraiment, je pense qu'on est très loin du niveau de Piqué d'il y a 5 ans. On est très loin du niveau de Ramos il y a 5 ans. On est très loin du niveau de Chiellini il y a 5 ans. On est quand même très loin. Mais il y a 5 ans, mais aujourd'hui. Van Dijk. Oui, mais d'accord, mais il est blessé là. Van Dijk, Ramos, d'accord. Koulibaly. Enfin, j'en sais rien. Moi, j'en trouve des meilleurs que Kimpembe, comme il y en a à l'appel quand même. Mais j'avais pas fini. Pardon. Marion, j'avais pas fini. Mais pour vous, le Paris Saint-Germain n'a pas l'effectif. Moi, je me dirais quand même que c'est plutôt plus. Je jugerais plus Rennes, Marseille. À la limite. Là, on n'est plus sur pas d'effectif. Là, on est dans le néant le plus total et le plus absolu. Donc, d'accord, ça se compare pas, là. Oui, bon, après, faut pas le... Voilà, c'est ça que je dis. Non, mais je dis, bien sûr, PSG fait partie des 8 meilleurs du monde. De là à gagner la Ligue des Champions, c'est encore un autre step, à mon avis. Non, mais pas du tout. Ils peuvent, ils ont l'effectif. Ils ont l'effectif. PSG ont été à 2 doigts l'année dernière. Fabrice. Non, pas à 2 doigts du tout. Si, ils ont failli gagner la Ligue des Champions. Non, pas du tout. Ils n'ont pas failli gagner la Ligue des Champions. Fabrice, vous pensez-vous que l'effectif du PSG s'est amoindri cette saison ou pas? L'effectif du PSG a perdu un grand joueur, effectivement, c'est Thiago Silva. C'est tout, c'est le seul. Cavani, non. Cavani, il a été remplacé, on va dire, numériquement par Icardi. Qui ne joue pas. Là, il y a le jeune qui prouve pas mal de bonnes choses. Qui joue, lui. Voilà, qui est très intéressant depuis le début de saison. Moi, je vois pas ce qui peut inquiéter le Paris Saint-Germain. Et bon, Marion, je te contredis là-dessus. Mais Kimpembe, Marquinhos, au niveau de la paire, c'est dans les 4-5 meilleurs en Europe. Vous m'avez fait de la peine en allant jusqu'à contredire Marion. Donc du coup, eh bien, on va consacrer cette émission aux femmes. Oula. Et c'est Rémi Larieux, qui va nous parler du football féminin. Alors Rémi, je me permettrai de vous répliquer. Mais vous allez d'abord nous faire votre coup de griffe contre Noël Le Graët, qui est une des personnes que j'admire le plus au monde, le président de la Fédération française de football, parce que selon vous, il n'a pas tranché dans le conflit au sommet du football féminin, conflit qui me passionne entre la sélectionneuse Corinne Diacre et ses joueuses, notamment Amandine Henry. Donc on va finir cette émission par les femmes, et ça me fait bien plaisir. On aurait pu commencer par là, mais on leur accorde le mot de la fin par votre entremise. Rémi, que se passe-t-il et pourquoi ce coup de griffe? Gilles, j'aurais aimé être autour d'un ring avec un micro qui descend du plafond, donner des gants à Corinne Diacre et à Amandine Henry, parce qu'on a eu du spectacle là depuis 15 jours, entre les déclarations, la bombe de Amandine Henry à nos confrères du Canal Football Club, et ensuite les propos du sélectionneur, donc Corinne Diacre, qui a dit, et elle a confirmé en conférence de presse qu'effectivement, elle avait dit que dans la vie, tout se paie. C'est une très belle phrase, mais c'est quand même très violent. Et là, Noël Le Graët,
il a fait en fait cette réunion donc à Clairefontaine, où donc il a mis en avant le fait que tant que Corinne Diacre avait des résultats, eh bien il n'était pas question de s'en séparer, soit. Et ensuite il a trouvé que l'ambiance était bonne. Mais quand vous avez ce genre de situation qui pourrit depuis 15 jours, mais heureusement que ce n'est pas l'équipe de France masculine, parce qu'on en aurait tous les jours à tous les 20 heures, on n'aurait pas uniquement que la presse spécialisée qui s'en occuperait, mais la presse générale. Noël Le Graët, il est depuis maintenant, vous l'adorez Gilles, je suis ravi de l'apprendre. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'il pense à passer la main. Parce que ça se trouve, il va peut-être briguer une réélection. Hein. Les décisions pas encore prises, mais... Il brigue une réélection. La chance qu'il a, c'est que pour le moment, il n'a personne en face. Mais là, vous avez vu encore ce matin, il était aussi en difficulté par rapport à l'histoire de Castex également, où en fait, ils ont communiqué, la Fédération française de foot, le fait que les matchs peut-être allaient reprendre, mais finalement, rétro-pédalage. Donc mais là, ça, c'est un autre sujet, Rémi. Ça, c'est un autre sujet. Restons sur le football féminin. Le football féminin, on va à l'Euro. Oui, on va à l'Euro. Mais vous voudriez qu'il fasse quoi, donc? On est qualifié pour l'Euro. Vous voudriez qu'il fasse quoi? Qu'il change Corinne Diacre, qu'il éjecte Corinne Diacre, donc beaucoup plus décisionnaire. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ne parlez plus dans les médias. Mais il vire qui? Ne parlez plus dans les médias. Pour vous, c'est tranché, ça? Ne parlez plus dans les médias. Ah, c'est ça une décision pour vous? Ah, bah alors d'accord, il peut prendre une décision. Mais à un moment donné, un président doit présider. À un moment donné, il est obligé de trancher. Parce que sinon, on se retrouve... Rémi, vous n'êtes pas clair. Ça veut dire quoi, trancher? Qu'est-ce que vous voulez que Noël Le Graët fasse? Il faut qu'il stoppe cette situation. Il n'arrête pas de faire des réunions, d'essayer de... Ah non, il n'en fait pas tant que ça, hein, Gilles. Bon. Il les a juste vus pendant un week-end, c'est tout. Hein. Julien, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que Noël Le Graët est responsable de ce pourrissement de la situation à la tête du fabuleux football féminin français? Pas du tout. Pour moi, il est responsable de rien du tout. C'est ce qui se passe dans le vestiaire. Malheureusement, ça se passe dans beaucoup de vestiaires. Il y a des fois des problèmes entre un joueur, un entraîneur. Après que les médias s'en soient mêlés, voilà, c'est les médias, c'est normal. Mais après, voilà, la France, quand on dit qu'il n'y a pas quand il dit justement qu'il y a une bonne ambiance avec cet effectif, je pense que oui, les 2 derniers matchs qu'on voit avec l'équipe de France, on voit des beaux matchs. Moi, j'ai vu un très, très bel effectif où les joueurs sont très, très heureux et épanouis sur le terrain. J'ai pas vu, ça m'a pas semblé être chaotique ou être un peu le grand froid avec tout le monde. J'ai vu les joueuses et l'entraîneur se prendre dans les bras à la fin du match, enfin être fier, voilà. J'ai pas vu de problème. Après, il y a eu un problème avec une joueuse. Voilà, c'est comme dans tous les terrains. Je pense que Noël Le Graët, il a rien du tout. Il a rien à faire là-dedans et justement, il doit gérer d'autres problèmes. Et ça, c'est des problèmes qui se passent dans le vestiaire. Nicolas Nicastro, qu'est-ce que vous pensez de ces querelles à la tête du football féminin et du rôle ou de l'absence de décision de Noël Le Graët? Vous êtes d'accord avec Rémi ou pas? Non, je suis pas d'accord avec Rémi parce que je pense que ce que dit Le Graët devant les caméras et ce qu'il fait hors caméra, c'est différent. Il a beau dire que l'ambiance elle est bonne dans les vestiaires, il a dû constater que c'était pas le cas et je pense qu'il a dû gérer ça justement hors caméra parce que le fait que tout ça a été médiatisé, ça en a rajouté une couche. Je pense que ça aurait pu se gérer dans le vestiaire. Entre Amandine Henry, pour moi, elle a fait une erreur d'aller en parler justement dans les médias parce que ça fait que rajouter de l'huile sur le feu. Elles auraient dû gérer ça dans le vestiaire et ça aurait dû rester à l'intérieur du groupe et je pense que ça aurait été beaucoup plus facile à gérer. Marion, qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce qu'Amandine Henry a parlé aux médias pour que justement Corinne Diacre soit virée. C'est justement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle a utilisé les médias pour que justement tout le monde le sache et qu'il y ait une décision qui soit prise en haut lieu, si je puis dire. Non, je pense vraiment que Corinne Diacre est faite pour entraîner des hommes, selon moi. Voilà, elle était très bien à Clermont. Elle est faite pour un... On lui a pas facilité les choses à Clermont. Hein. Non, mais c'est pas non plus un grand entraîneur. Ou une grande entraîneuse, je pense qu'on peut dire. Pourquoi? Il suffit de voir le CV. Oui, mais regardez, le France-Autriche, c'était royal. Après, on a battu 12-0. Ah, c'est génial, ouais. D'ailleurs, la France a gagné la finale, hein, d'ailleurs. Hein, oui. Non, mais attends, on est qualifié pour l'Euro. C'était ni fait ni à faire. C'était super sympa. Mais c'est marrant comme on est sympa avec l'équipe de France féminine, alors que c'est une catastrophe. Et on est dur avec l'équipe de France masculine, alors qu'on est champion du monde. Alors ça, c'est vraiment la France. Voilà. Alors on est toujours gentil mais je sais très bien, c'est parce qu'on imagine que les femmes c'est petit. Alors elles sont sympas, elles sont gentilles. On fait non, elles sont douées. Oh, non, ça n'est pas vrai.
C'est la gardienne de l'équipe de France, c'est ni fait ni à faire. Non, arrêtez, non, les gars. Non. Ah bah écoutez, Non. moi. Si vous voulez faire du féminisme primaire, soyez gentils avec nous, ouvrez-nous la portière, soyez sympa avec nous dans le métro. Enfin, voilà, soyez cool. Mais les femmes sont arrêtez toutes seules avec dans le cette. métro maintenant, hein. Voilà, non mais Souvent. voilà, les femmes se font un peu agresser dans le métro, c'est compliqué, etc. Mais dans le football, on va pas commencer à dire que le football féminin est regardable en France. C'est une catastrophe. Fabrice, c'est une catastrophe le foot féminin en France. Moi j'adore, je me suis régalé devant France-Autriche, j'ai regardé tout le match. Non, moi je suis pas d'accord. Il faut pas J'ai pas gâcher raté le une foot. minute, hein. Il faut pas du tout gâcher le foot féminin. Bah oui. Pour moi, le foot féminin, il met bien en valeur Bien le sûr. football féminin en Europe et dans Bien le sûr. monde. Il y a un moment donné, il faut que Noël Le Graët y tranche. Ça serait le football masculin, il l'aurait fait déjà. Moi, j'aurais viré l'entraîneur. Voilà, il faut virer Corinne Diacre Corinne qui qualifie l'équipe à l'Euro, vous la virez. Bah, Bah, vous êtes il y quand a même un moment- extraordinaire, vous. bah, il y a un moment donné, c'est comme ça. Ah, c'est donc que les joueurs on peuvent dire, privilégie- bon, on va virer l'entraîneur. Bah, Par exemple, vous, c'est- vous dites, on va virer l'animateur, je m'en vais. bah, malheureusement, dans le football, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est les D'accord. joueurs qui ont souvent le dernier mot. Voilà. Ryan, qu'est-ce que vous pensez de Corinne Diacre, du conflit et de Noël Le Graët? Alors, Il faut après- trancher. Alors après, face au Kazakhstan, après Oui. en conférence de presse, Corinne Diacre a dit ce n'est pas moi qui pollue l'équipe. Oui. Donc après, il faut savoir aussi ce qui se passe dans le vestiaire, je pense, pour juger la confrontation entre Corinne Diacre et l'équipe. Il faut être dans le vestiaire. Donc là, aujourd'hui, Ah bah on oui, ne mais sait on pas est avec- là pour observer, on Oui. est là pour donner notre On est là avis. pour- La bien chronique sûr. de Rémi, c'était est-ce que Noël Le Graët aurait dû trancher? C'est ce que je vous demande. Est-ce que Noël Le Graët aurait dû trancher? Pour moi, non. Non, c'est une affaire entre entraîneur et joueur. Pour moi, il n'y a pas pourquoi Noël Le Graët devrait s'en mêler et trancher. Je vois pas le rapport. Mais Rémi, Noël Le Graët, permettez-moi de vous répondre brièvement. Noël Le Graët, c'est aussi un homme politique, donc il fait de la diplomatie, effectivement, comme quelqu'un l'a dit, devant les médias. Je crois que c'est Julien, son discours, ou Nicolas, son discours est différent. Il tente de ménager les susceptibilités. Il est face à des joueuses de Lyon qui font la pluie et le beau temps dans leur club, qui se dirigent elles-mêmes et qui n'ont pas envie que parfois, en équipe de France, on ne les sélectionne pas, évidemment, on les relègue sur le banc, qui est une autorité. Donc Noël Le Graët, lui, il essaye de ménager l'ensemble du groupe, Corinne Diacre et ses joueuses, pour triompher à l'Euro. Donc il n'a pas envie là de provoquer un séisme dans le football féminin, Rémi. On a quand même l'impression qu'il est en train de mettre un pansement sur une jambe de bois quand même, parce qu'on a Une jambe de atteint bois quand qui même va un à certain l'Euro niveau. qualifié brillamment, hein, quand même. Oui, Je mais tiens quand même à vous Tout le à fait. signaler. Et justement, j'ai relevé Oui. une phrase qu'il avait dit. Il a dit l'important pour Corinne Diacre, c'est qu'elle gagne et qu'elle ne perde pas un match. Moi, j'entends un sous-entendu derrière. Alors, peut-être que je me fais des films, mais ça veut dire Oui. surtout gagne, Corinne, parce que si tu ne gagnes pas, je pourrais plus te défendre. Ah, je pense qu'au contraire, il savait qu'elle allait gagner, donc c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Il est tellement malin Ouais, qu'il savait c'est qu'elle allait avoir pas- six. Bon, attendez, on allait battre l'Autriche et puis on allait s'imposer 12-0. Et Oui, Noël Le oui, Graët, il connaît oh. le foot. Après, c'est pas par rapport à ce match-là, mais est-ce qu'à un moment donné, cette situation, elle va pas pourrir le sportif? J'ai quand même des doutes. Moi, je pense pas. Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que l'équipe de France féminine est très forte, armée pour gagner l'Euro et dans la joie et la bonne humeur? Bah oui, on a l'équipe de Bah, bien France. sûr, Julien Et et moi, voilà, on y croit. On a une bien très sûr. belle équipe. Je pense qu'il faut rien changer. C'est juste des querelles de vestiaire. Voilà, ça a été très très loin après. Noël Le Graët, il n'y a rien à faire. Voilà, on garde tout comme on a. Voilà, l'équipe qu'on a. Je pense qu'on a une très très belle équipe pour faire un très très bon Euro. Et voilà, et que ça soit chez les femmes ou chez les hommes, je pense qu'on a les deux. On a de belles équipes pour faire quelque chose à l'Euro. C'est Nicolas, marrant. oui, C'est- Marion, non, mais allez-y. quand même, pardon, Oui. hein, mais il faut quand même Oui. qu'elles partent quand même un mois et demi tout ensemble. Oui. Moi, je suis pas convaincue que l'ambiance soit. Ça va peut-être être un Naïs Nabis un peu, D'accord. un peu Non, plus light parce que c'est des arrêtez. filles. Non, enfin, arrêtez. Vous croyez que Ça va se Non, mais- calmer avant. Les joueuses vont Mais parler. il y a pas de Tout le monde non, mais va attendez, parler. attendez, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a personne. On est tout le temps en chien de fusil à parler foot toute la journée, etc. Il y a Corinne Diacre qui est quand même pas la plus sympathique de toutes les entraîneurs. Non, mais Oui. faut arrêter, c'est pas la maman douce et sympa quand même. Bon, et un mois et demi, toute la journée avec Corinne Diacre. Bonne chance à elle. Je sais pas. Julien, qu'est-ce que vous en pensez depuis la Californie? Là, nous, on aime les femmes. Oh. Oui, on aime les femmes, mais si les joueuses de l'équipe de France, ça peut passer un mois et demi avec Corinne Diacre, bah nous on arrive bien à passer 3 mois avec Ryan, hein, donc c'est. Ah, bah voilà. Super. Voilà, ça, c'est le petit- Deux mois. pour dire, c'est. Ça devait arriver. Il est marrant, c'est- Exactement. Bon, Rémi, on vous a convaincu ou pas? Super. Vive Noël Ah, Le mais Graët ou pas?
Rien que pour la punchline de Julien, j'ai envie de changer d'avis. Allez. Super. Bon, alors on a parlé. La prochaine fois, on commencera par les femmes, tiens, parce que vous m'avez énervé. Fabrice, rappelez-nous ce brillant succès du PSG à Manchester United. 3-1, c'est l'événement de la soirée. Autant Rennes a été minable, à Krasnodar a perdu 1-0. Le PSG 3-1. Grosse victoire du PSG. Voilà. On y croit. Avec un brillant doublé de Neymar et un but de Marquinhos. Comme d'habitude, les grands joueurs dans les grands rendez-vous. Et Mbappé décisif sur le premier but au moins. Donc Ryan, ça vous a séduit ce PSG? Ouais, bon, j'ai envie de dire aller Paris, mais avec des pansements, tout ce qui s'ensuit. Bon, Rémi, vous êtes plus enthousiaste pour le PSG? Ouais, après ils vont. Le mot de la fin, juste en un mot. Le PSG, c'est un grand oui ce soir? C'est un oui. Julien? C'est un grand oui. Nicolas? Ouais, aussi. Fabrice? Oui, grand oui, bien sûr. Marion? Oui, bien sûr, on va pas dire non. On va pas bouder notre plaisir. Et Ryan, vous allez être obligé de le dire un grand. Non, absolument non. Je l'ai dit pour vous un grand oui. Alors, merci, vous avez été formidables. Vous étiez nombreux à nous écouter sur irm.radio et puis sur Twitch IRM Radio. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos appels. Merci à vous tous. Vous avez été formidables, presque aussi bons que le PSG et qu'Olivier Giroud, l'homme de la soirée, auteur d'un quadruplé. Je voudrais vous remercier et remercier Richard Joffo qui était à la réalisation, à la technique et qui assure avec moi cette formation chroniqueur sportif, commentateur sportif. Et merci à Fatima Zahra de nous avoir assistés pendant toute la soirée et d'avoir assuré également avec Richard la technique. Bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour la Foot Academy. Et vive Noël Le Graët, vive le foot, vive les femmes. Soirée. Vive le PSG, vive Zéro. Bonne soirée. Ciao tout le monde.